La catégorie poids lourd en MMA est-elle rincée? L'UFC a-t-elle absolument besoin de renouveler son roster pour donner un avenir à cette division? Quel talent l'organisation numéro 1 du MMA doit-elle aller chercher en dehors? Pour son nouvel épisode, Jab Culture remet sa casquette de matchmaker et vous fait l'état des lieux de la catégorie des poids lourds. Générique. Aldric, on se retrouve pour un nouvel numéro de Jab Culture. On en avait parlé à nos auditeurs d'Aldric et Nerby notamment. Il y a quelques semaines, si vous vous souvenez, on avait fait l'état des lieux des 70 kilos à l'UFC pour voir un peu l'avenir et les prospects à aller chercher. Et on vous avait dit, on va le faire sur toutes les KT. Alors pas toutes les semaines, mais de temps en temps, vous nous reverrez remettre la casquette de matchmaker. Aldric, il a toujours la casquette, mais il y a marqué matchmaker dessus pour ces épisodes-là. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au poids lourd. Alors vous m'avez entendu dans l'intro, vous avez peut-être vu sur la miniature. La question, c'est la catégorie est-elle rincée? C'est une question un peu provocante. Mais qu'a du vrai, et vous allez le voir parce qu'on a fait un gros travail avec Aldric de recherche, de statistiques, et des fois ça fait peur quand même. On commence par l'actu de cette caté-là, Aldric. Ça a été plus ou moins annoncé, c'est pas officialisé, mais c'est dans les tuyaux pour le 25 octobre à Abu Dhabi, UFC 321. On a Volkov, le numéro 2 du classement UFC, contre Jailton Almeida, le numéro 5. Sorte de title eliminator, celui d'avant aura sûrement le title shot, après on espère Aspinall gagne. Qu'est-ce que tu penses de ce match-up, et est-ce que ce serait cool d'avoir Aspinall gagne si ça se fait sur cette même carte, tu vois, comme ça, on fait avancer vraiment la KT. T'as le prochain challenger et t'as le champion nouveau ou N-Steel le même soir à Abu Dhabi. Mais moi, j'y ai pensé parce que souvent, ils font ça maintenant pour éviter les backups. Ils font ce qu'on appelle un backup actif, tu vois, avec un combattant qui est privilégié. Je pense que du coup, la maigre consolation de Volkov, c'est ça. Je pense qu'ils ont dû lui dire, écoute, prends ce combat contre Jailton et s'il y a besoin de monter au-dessus, tu montes. Ce serait oui. Si un des deux sautes entre Aspinall et Gane, c'est ce que je pense. Tu penses qu'on a Aspinall Gane vraiment? Il y a eu un truc ces dernières heures, avant qu'on enregistre, on a vu Poatan, Alex Pereira, se peser sur la balance à 243 pounds, donc 110 kg 30. Beaucoup se sont enflammés sur la toile à dire ça veut dire qu'il va monter chez les lourds, ils vont lui donner Aspinall parce que ça a fait plus de sens que Cyril au niveau business, que je peux entendre. Il y a une chose que ces gens ont oublié, c'est qu'il y a un mois, il s'était pesé un tout petit peu plus lourd déjà. Il est 112, c'est ça, non? 100, non, quasiment 111, mais en tout cas plus haut que ça. Donc c'est pas, tu vois, il a pas pris du poids là pendant le mois par exemple. Et surtout à ce moment-là, on était le 18 juin. Il dit bien, je laisse ces gars s'écharper entre eux en poids lourd. En ce moment, je reste focus sur les light heavyweight. J'ai envie de recombattre en KLF et d'aller prendre cette revanche et d'aller prendre ma ceinture. Et j'aimerais le faire avant la fin de l'année. T'y crois une seconde à ce que l'UFC donne Pereira à Aspinall plutôt que Gane? Non. S'il avait battu... Tu sais, c'est Dallas un peu l'UFC. C'est un univers impitoyable. Donc non. Moi, je te dis, il a perdu contre Ankalaev. Il faut qu'il y retourne parce qu'ils vont rien lui donner d'autre que ça. Ouais, je pense aussi. Tu perds vite tes privilèges à l'UFC, tu vois. Ça fait sens en business. Hein. Je peux le comprendre. Tu vois, Pereira, c'est une star. C'est une grande star aujourd'hui. Mais... En plus, pourquoi le presser Non, mais tu peux pas faire monter un lourd, un mec qui vient de perdre à 93. Et puis c'est pas possible. Et puis pourquoi le presser? Fais-lui faire en KLF. Ce combat, en plus, c'est un peu vendeur, tu vois. Après la défaite de Pereira, t'as envie de voir s'il peut prendre sa revanche. On peut le faire plus tard, Pereira. Il a encore quelques années devant lui. Il est assez neuf en MMA, même si c'est sa grosse carrière de kick. Surtout qu'on va en parler, même si... Je te dis la vérité, c'est pas hyper je spoil un peu notre émission. À long terme, c'est pas hyper enthousiasmant. À court terme, ils ont des solutions quand même. Ils viennent de signer des mecs. Il y a quelques mecs qui montent. Donc, je pense qu'à 93, ils ont plus besoin pour le moment que de sortir la carte Poatan en poids lourd. Oui, et puis tu l'as ce qu'on vient de dire juste avant. Donc, t'as Gane qui est dispo, t'as Volkov et Almeida qui vont s'affronter, qui sont des challengers possibles. En effet, à court terme, t'es pas non plus à la rue totale à se dire qui on met à Aspinall parce qu'il n'y a plus de Jones, c'est qu'on est en galère totale. C'est la seule petite truc, c'est que là, quand il avait dit ça à Pereira, Jones n'avait pas encore pris sa retraite. Il la prend 4 jours plus tard. Est-ce que ça a changé quelque chose dans sa tête? J'y crois pas beaucoup, moi, pour le coup. Plus, c'est un mec, quand t'as suivi un peu sa carrière de kick, il a cette envie de... Le kick, tu sais, il s'affronte beaucoup plus et il y a toujours ces envies de revanche quand t'as perdu, de faire des revanches, des trilogies, des choses comme ça. Ouais, je le vois bien rester à 93. Moi, je le revois que contre Ankalaev. Et on l'a cité, c'est la dernière un peu actu autour des lourds avant de rentrer dans le cœur de notre sujet. John Jones, qui lui a bien reconfirmé ces dernières heures, Aldric, qu'il serait de retour pour la Maison Blanche, dont on vous a parlé, l'UFC là-bas, qui devrait se faire l'année prochaine, et qui prendrait en gros n'importe qui qu'à la ceinture. Là, je vais t'ouvrir un truc qui va commencer à ouvrir notre discussion d'après. Si t'es l'UFC là, tu mets pas la caisse absolue pour signer Francis Ngannou. Tu lui fais pas une proposition de malade parce que on avait parlé dans nos émissions. Son coach qui a laissé entendre qu'il était fin de contrat avec le PFL et que ça l'intéresserait peut-être de revenir. Si tu nous montes Aspinall Ngannou et que le vainqueur, t'es sûr qu'il affronte John Jones à la Maison Blanche, waouh,
C'est hyper vendeur. D'ailleurs, petite digression, mais en préparant le podcast, j'ai réécouté des vieux podcasts sur la catégorie poids lourd et tout, notamment américains, et il était vraiment question que ce soit Francis qui ferme le bal en Afrique du Sud au départ, au tout départ, lors de l'arrivée du PFL en Afrique du Sud, ce qui va être le cas samedi soir. C'était Francis qui devait être main eventer. Mais de toute façon, ça veut bien dire qu'il y a un souci. Voilà. C'est ça veut dire qu'il y a un souci. L'autre, il est la tête du PFL africain. D'un autre côté, il continue, tu as vu, surtout sur le PFL US, je crois, vraiment, sans mentir, je pense qu'on a vu 8 fois le clip de Francis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Mais en tout cas, si tu le mets pas sur une carte en Afrique du Sud, tu le mets où? Oui. C'est le premier PFL Afrique dont il est le représentant, voilà, la tête. L'égérie. Et même le patron, entre guillemets, un petit peu. Ça paraît. Il y a un souci. C'est impossible sinon qu'il ne soit pas. Ça peut être un souci de son côté, qu'il ne peut pas combattre en ce moment. Il est peut-être blessé, j'en sais rien, Francis. Mais il y a un problème. Normalement, c'est la logique absolue de faire ça. On va donc faire l'état de cette KT. On va commencer. On va avoir l'entonnoir large et puis ensuite on va aller vers les futurs prospects et les gens qui peuvent signer. Mais d'abord un rappel de ce top 15. Donc on rappelle le champion aujourd'hui, c'est Thomas Spinal, devenu champion incontesté avec la retraite de John Jones. John Jones est toujours au classement, t'as vu? Moi dans la version que j'ai, il y est plus. Depuis cette semaine, il est plus. Donc la semaine dernière, il était encore. Le site internet va un peu plus vite que l'application smartphone. Sur le smartphone, il y est toujours. Site internet, c'est bon, c'est Thomas Spinal le champion. Thomas Spinal, 32 ans. Il est de avril 93. Tom, donc il a eu ses 32 ans il y a à peine quelques mois, 2-3 mois. Est-ce que tu sais déjà dans le top 15 combien sont plus jeunes que lui? Peu. Je pense qu'il doit y en avoir 2 ou 3, mais... 3. Sergei Spivak, 30 ans. Mick Parkin, 29 ans, qui est 12e. Et Talisson Texera, 25 ans, qui vient de se faire KOT par Derrick Lewis. On l'a débriefé dans le Aldrich Enerby. Dans les 3 noms que je t'ai dit, t'en vois vraiment un mec qui a le potentiel d'être champion UFC là? Alors, j'ai été très dur avec Talisson Texera, mais parce que on était là pour juger son niveau à l'instant T. Aujourd'hui, c'est un monstre physique, mais il a vraiment des entrées qui sont catastrophiques et des déplacements catastrophiques. Ça se corrige quand même. Il a 25 ans. Il a le temps de progresser. C'est ça. C'est le plus jeune de très loin de ce top 15. Quand tu vois que la maturité en poids lourd, regarde, Cyril Gane, on va dire que c'est à peu près maintenant son gap. Donc c'est 35 ans. C'est ça, il a 35 ans, je crois, Cyril. Donc Talisson, il y a quand même de l'espoir, parce que ses capacités physiques, il va les garder. Demain matin, comme je l'ai dit lors du Aldrich Enerby, il intègre une académie, que ce soit Fighting Nerds ou une autre, où il focus pendant 2 ans sur les déplacements. Moi, je pense que ce mec-là, 31-32 ans, il peut avoir la ceinture de l'UFC. Faut pas l'enterrer quand même. Non, il y a une grosse marge. Il n'est pas au niveau. Pourquoi je faisais ce focus aussi là-dessus, c'est que bon, on vient de le dire, Spinal Yagan, on espère tous que Cyril pourra le faire, et on pense tous les deux, on en a déjà parlé, qu'il a les capacités de le faire et de battre Tom. Si Spinal bat Gane, et que derrière il bat Almeida ou Volkov, en vrai, dans le top 15, là, tu vois des mecs à court terme, je te parle pas à moyen ou long terme, mais tu vois des mecs qui peuvent l'inquiéter. Dans le reste du top 15, je te le refais rapidement, comme ça, on l'a tous en tête. Cyril Gane est numéro 1, 35 ans. Volkov, numéro 2, 36. Sergei Pavlovich, 33 ans. Et numéro 3, on l'a déjà vu, contre Thomas Spinal pour le coup. C'était le combat pour la ceinture intérimaire à New York. Curtis Blades, numéro 4, 34 ans. Jelton Almeida, 34 ans, numéro 5. Waldo Cortés Acosta, 33 ans, numéro 6. Marcin Tibura, 39 ans, numéro 7. Spivak, dont on a parlé, 30 ans, numéro 8. Derrick Lewis, 40 ans, numéro 9. Un drama. C'est un drama, vraiment. Tai Tuivasa, numéro 10, 32 ans. C'est aussi terrible d'avoir Tai Tuivasa dans le top 10, franchement. Shamil Gaziev, numéro 11, 35 ans. Mick Parkin, on l'a dit, 12e, 29 ans. Martin Boudaï, 33 ans, 13e. Talisson Texera, 14, 25 ans. Rizvan Kouniev, 33 ans, 15e. Alors, mon prospect numéro 1, alors je vais me faire charcler par le chat qui va me dire oui, tu mets en avant un dopé, donc je vais le dire avant. Rizvan Kouniev a été suspendu. Comment il s'appelait déjà l'adversaire qu'a pris Francis à son dernier combat? Renan Ferreira. Ouais. Donc Rizvan Kouniev a battu sur le papier Renan Ferreira en 2023. C'est lui en fait qui aurait dû affronter Francis. Sauf que effectivement, il a été suspendu pour une prise de stéroïdes anabolisants. Donc ça, c'est la vérité. Il a pris une peine de 2 ans. Il fait son comeback à l'UFC. On lui met Curtis Blade, qui est pour moi le plus fort des non-title shotables. Si j'invente un mot, tu vois. Donc, je pense que... je crois qu'il a 33 ans. Kouniev, c'est fort. C'est fort, je le dis déjà, ça strike bien. Pour moi, il bat Blade. C'est encore une petite faute des juges. Donc, je vois ce mec-là arriver top 5 très rapidement. Donc tu le mets dans ses possibles. Ouais. Parce que moi, je mets un gap. Dans le top 15 que je viens de te dire, on en a déjà parlé d'ailleurs ensemble, je trouve qu'il y a un vrai gap. À partir du 5-6... Oui. Je suis pas encore défini sur Waldo Cortés Acosta. Il faut le tester, il n'a pas encore été testé. Il faut le tester et voir ce que ça va donner. Il est quand même sur 5 victoires à l'UFC, il a que 33 ans, il progresse, il faut le tester. On peut l'inclure, donc tu vois, dans mon truc, dans la marge entre ces deux blocs.
Almeida, bon, Blades, t'en as parlé. Blades, j'y crois plus trop, moi. Non, mais ça fait solide. partie des mecs qui On va dire solide. que c'est un top 5 keeper, tu vois. Tout à fait. Puis pour Aspinall, après ce qui s'était passé avec la jambe et tout, tu vois, il y a moyen de faire quelque chose, en effet. Derrière, quand tu passes au 7 et 8, Tibouras, Spivak, pour moi, il y a un monde, en fait. Tu te rappelles-toi ce que Cyril a fait à Spivak. Oui. Il y a un écart de fou entre les 5-6 premiers et ceux d'après. C'est pour ça que je dis que, tu vois, il y a un peu un côté désert après, une fois que tu as passé tous ces mecs-là. Même après le top 15, c'est affolant. Hein. On en parlera juste après si tu veux. Mais moi, mon résumé, c'est que sur ce top 15, ouais, j'ai envie quand même de mettre aussi culture de l'instant oblige Walter Walker, qui vient de mettre sa 3e clé de talon. Parce que pareil, il a 14-1, il est très fort au sol, il fait 2 mètres. Il n'a que 27 ans. Et il a un niveau plus au sol et je trouve qu'il se débrouille mieux qu'Almeida. C'est-à-dire que moi, Almeida, il m'a déçu sur le combat contre Blade d'ailleurs. Et je trouve qu'il y a une meilleure gestion de la distance. Donc, à 27 ans, j'ai envie d'y croire aussi, à Walter Walker. Mais pour moi, dans toute cette catégorie, on parlera un tout petit peu de Mario Pinto après, mais c'est pauvre. Je suis d'accord avec toi, c'est pauvre. Et même Almeida, tu vois, tu parlais du combat contre Blades. En vrai, Almeida, quand il a eu son premier test, après, ça s'est pas bien passé. Rappelle-toi de ce qu'a fait Aspinall à Volkov. C'est important parce que il s'est pas servi de sa boxe, Aspinall. Il a takedowné et terminé je crois en 2 minutes, quelque chose comme ça. Donc à voir. Est-ce que Almeida est capable de faire ça? Parce qu'il a le talent au sol, hein. Il est fort aussi. Hein. Bien sûr. Et c'est une caractéristique. On va parler aussi de l'évolution technique, de cette catégorie-là tout à l'heure. Et en effet, avoir une arme comme là, Almeida ou Buchecha qui va arriver, vu le roster actuel, ça peut t'emmener très haut assez vite en fait. Buchecha, j'y crois. Qualités-là. Tu vois, au niveau de nouvelles recrues. Après. Non, mais en fait, moi, c'est pas une peur, parce que s'il le fait, il le fait. Mais t'as un monde où Aspinall, il règne pendant 5-6 ans. Hein, et il se fait pas embêter par grand monde, en fait. S'il passe, tu vois, le GAN, comme on a dit, et les gros défis, si jamais t'as Jones l'an prochain, une fois que t'as passé tout ça, ces 2-3 noms-là. Moi, je pense que l'UFC, pareil, je spoil un peu la suite de notre podcast, il faut qu'il se relève les manches. Et autant sur les prospects, on verra que c'est pas trop mauvais ce qu'ils ont fait, notamment sur le Dana White Contender Series saison 2025. Autant sur le reste, sur les stars actuelles, sur les mecs qui sont déjà dans le top 20 mondial. Ils ont leur top 15, l'UFC, hein, on en a déjà parlé. Mais après, tu fais un top 20 Fight Matrix, il y a des noms. Tout à fait. Des noms. Tu me tends la bonne perche pour qu'on ouvre sur la suite de cette conversation. Déjà, par exemple, tu vois, c'est l'un des seuls top 15 à l'UFC. T'as des mecs là, ils sont au-delà de la 50e place mondiale Fight Matrix. Ouais. Top 15 UFC. Ouais. Vérifiez, il y a pas d'autres KT où ça peut arriver ce genre de choses, vraiment. Donc on va ouvrir avant qu'on parle des prospects et de ceux qui peuvent aller chercher quelques stats, parce que pour le coup, je vous annonce avec Aldric on a bossé on a bossé. Ah ouais, là on était en mode universitaire, tu vois, étudiant universitaire qui révise à la maison. Donc on a fait le tour de tous ces classements Fight Matrix, moi notamment le top 100, pour vérifier 2-3 petites choses. Première stat qui est intéressante, puisque je te parlais des combattants plus jeunes qu'on considère comme prospects, même si poids lourd on mettra de la nuance. Maturité tardive, c'est pas 25 ans forcément. Ouais. Non, voilà, tu peux progresser avec le temps. Mais voir l'état des lieux par rapport au mec qui est aujourd'hui le numéro 1 à l'UFC, donc est Thomas Aspinall. En poids lourd, il y a 2 trucs que je voulais mettre en avant de te donner la parole. Il y a l'âge et il y a le nombre de combats. Tout est un petit peu adaptable. C'est-à-dire que l'âge, un prospect, pour moi, il peut avoir 31, voire 32 ans. Parce qu'on sait que la maturité, elle est plus tard pour ces hommes-là. Et le record. Rappelez-vous, Cyril, c'est à 2-0 qu'il était en contact avec l'UFC et à 3-0 qu'il a signé, si je dis pas de... Oui, il fait le dernier combat au TKO, c'est un peu pour remercier les Québécois. Ouais. Donc, il faut garder ça en tête dans la liste de noms et dans les carrières qu'on va vous commenter maintenant. Et en fait, on l'a vu le week-end dernier. Hein. Derek Lewis, 40 ans, a mis KO Alison Teixeira, 25 ans, en moins d'un round. Tu vois. Donc là, c'est pas la jeunesse va pas te faire une prime énorme sur l'expérience, notamment, et le kilométrage combat est dans la cage. Donc sur ce top 100 Fight Matrix, par rapport à cette ligne de Thomas Aspinall, tu vois, qui est ma ligne de flottaison, il y en a que 24 sur le top 100 qui sont plus jeunes que Thomas Aspinall. Et il y en a que 7 à l'UFC. Dont un seul... Là, on parle pas que de le top 15. Tout le roster des poids lourds à l'UFC. Un seul invaincu, tu l'as cité, on en reparlera, le Britannique Mario Pinto, qui affronte Jonathan Dini, c'est le 11 octobre sur une UFC Fight Night. On va parler de lui. Dans le même top 100, donc 24 plus jeunes qu'Aspinall, dans le même top 100, il y a 17 mecs qui ont 39 ans ou plus. Là, tu peux quand même si c'est maturité tardive, tu peux quand même dire, commence à être cramé un petit peu, tu vois. Je vois pas Derek Lewis aller reprendre le titre. Ouais, voilà. C'est compliqué. Les ors, et là, le ratio, les stats ratio, ça, elles sont folles. Je te prends 2 minutes parce que moi, quand je les ai fait, j'ai même halluciné un peu. Si tu prends le top 50 juste de Fight Matrix et que tu regardes que les mecs en dehors de l'UFC, dans le top 10, il y en a 3. Ngannou, Nemkov,
Goltsov. Les deux derniers sont au PLFL, Vadim Netkov et Denis Goltsov, qui auraient pu être des possibles adversaires pour Francis aussi, pour le coup. Si tu prends le top 25, il y en a 13 qui sont en dehors de l'UFC. Si tu prends le top 50, il y en a 31. Il y a 34 combattants dans le roster des poids lourds UFC aujourd'hui. Donc on est très loin d'avoir les 34 dans le top 100, dans le top 50 Fight Matrix. Très loin de ça. J'ai pris les KT qui pouvaient ressembler en termes de nombre de combattants dans le roster. Les light heavyweight, il y en a 36. On est pratiquement à égalité. 2 sur 10, 2 dans le top 10 qui sont en dehors de l'UFC. Seulement 7 dans le top 25 et 23 dans le top 50. Donc il y a 8 d'écart, tu vois, entre le nombre hors UFC pour une KT qui a le même nombre de mecs dans le roster. Les bantamweight féminines, 28 seulement combattantes. Enfin, on sait, hein, c'est une KT désertique de fou. Une seule sur 10 qui est en dehors de l'UFC dans le top 10, Jennifer Maia. 6 sur 25 dans le top 25, 25 sur 50 dans le top 50. Donc il y a encore 6 d'écart avec les poids lourds, alors qu'elles sont que 28. J'ai pris les flyweight hommes. Il y a aussi pas grand monde, même s'il y a un peu de recrutement ces derniers temps. Donc ils sont 44. Il y a un tuf en cours en plus. Oui, exactement. 44, ça te fait déjà 10 de plus que les poids lourds quand même. Un seul dans le top 10 n'est pas à l'UFC, c'est Mohamed Mokaev, donc qui y était, tu vois, c'est juste que ça s'est mal passé avec eux. 7 sur le top 25, 22 sur le top 50. Donc t'as encore un écart énorme sur ces poids lourds-là. Et je te finis avec une KT que tu connais bien, les flyweight féminines, donc la KT de Manon Fiorot, moins de 57, 3 sur 10 qui sont en dehors de l'UFC, donc autant que les poids lourds, pour le coup. Dakota Ditcheva, Liz Carmouche, Tayla Santos, mais gros bémol sur les deux dernières, hein. Liz Carmouche, elle a quand même un âge très avancé pour une combattante. Elle a 41 ans. Tayla Santos, t'en as déjà parlé plusieurs fois, elle est un peu rincée. Elle est surtout suspendue pour dopage, là. Et puis, on a vu les dernières, enfin, tu vois, tout ce que t'as expliqué, elle s'entraînait chez elle, les problèmes de visa qui lui ont fait quitter l'UFC. Tu sens qu'il n'y a pas un avenir de fou. 8 sur 20 dans le top 25 qui sont en dehors de l'UFC, 24 dans le top 50 qui sont en dehors de l'UFC. Il y a un énorme problème chez les poids lourds, Aldric. Ils sont très à la bourre. Petite digression, la semaine prochaine, vous avez l'annonce du combat de Manon. Le prochain combat de Manon. Je pense qu'on le fera lors du Aldric et Nerby, mais c'est pas encore sûr. Qui ne sera pas à Paris. C'est la seule info que tu as donnée. Voilà, exactement. Ouais, il y a un gros problème. Là, t'es matchmaker de l'UFC ou dirigeant de l'UFC, là, tu t'entends mes stats. Tu vois, tu te dis, là, faut se retrousser les manches, les gars. Ouais. Moi, je t'ai fait un pool de 5 noms. Tu me dis quand on commence à en parler, 2 signatures immédiates. Après, je vais me faire tomber dessus parce qu'il y a pas mal de noms, de prospects que j'ai volontairement occultés. Je vous rappelle que je considère Mehdi Dakaev, qui est donc tchétchène d'origine et français, et surtout ce qui va faire son retour en France dans pas longtemps, comme mon petit frère. Donc je ne suis pas raciste des Russes, mais je reprends juste ce qui a été dit officiellement par certains matchmakers, comme certains journalistes proches de matchmakers, qu'aujourd'hui, ils voulaient moins s'orienter vers la Russie. Je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est c'est vrai, on voit la difficulté qu'ils mettent aux combattants russes dès qu'ils les prennent dans le roster à l'UFC, hein, Charapoudine et compagnie. Voilà, donc ce sont des faits. Donc volontairement, j'ai pas blindé de Russes parce qu'on a essayé de faire quelque chose de réalisable. Et surtout, si on refait le point de la catégorie dans 6 à 12 mois, de se dire, ah, t'as vu Alex, on avait vu juste pour lui. Donc voilà pourquoi volontairement, je me suis un petit peu écarté de la piste russe, notamment les combattants qui officient à ACA et compagnie. Je venais de te vérifier, sur les 31 qui sont hors UFC dans ce top 50 Fight Matrix, il y en a 7 qui sont à la serre. Donc déjà, tu rajoutes ça. Et 31 aurait pu être 33. Parce que dans cette liste du top 50, il y a Ante Delija, qui vient d'arriver. Numéro 34. Bon, pareil, 34 ans, il est une défaite sur ses 2 derniers combats. C'est bien, ça enrichit le roster de l'UFC d'un bon poids lourd. Mais je peux pas le mettre dans les je suis d'accord. Alex. Numéro 32, Fight Matrix, il arrive à l'UFC, direct contre un top 15, Marcin Tybura à Paris. Au moins, il le teste. On le verra à l'UFC Paris. Mais tu vois, même quand tu vas chercher les mecs qui sont pas dans le top 25 ou quoi, en vrai, tu les mets tout de suite contre des top 15 parce qu'il y a rien à leur proposer. C'est très creux. Et l'autre, dans les 33, c'est Marcus Almeida, Bouchecha, 35 ans, qui était au One, 5-1, que des finishes au premier round avec 4 soumissions, et qui lui aussi sera mis, alors lui, c'est la semaine où on en parlera dans le Aldric et Nerby de lundi, puisque c'est à Abu Dhabi, directement, sur Whittaker de Reader, et il sera donc contre Martin Bouday, qui est aussi top 15, et qui est numéro 65 Fight Matrix, en étant top 15. Donc on aurait pu monter à 33. Ouais, là, faut signer du monde, on est d'accord. Beaucoup de monde. Moi j'ai une idée. Alors on rentre dans cette deuxième partie. C'est bien parce que tu l'as dit. Tu as dit One FC. Aujourd'hui, le champion du One FC est Oumar Kendi Regreg. Oui. Le seul qui a battu Bouchecha. Moi, 33 ans, 7-1 de record, champion du One, Ares vétéran donc contre Sofiane Boukishou à l'époque. Mais je le signe tout de suite. Moi, je te rajoute plusieurs choses. Charismatique.
un nom. Rug, ça se retient hyper bien. Tout le monde, enfin, tu vois, maintenant, les gens savent qui est Rug. Spectaculaire, en plus, il a progressé. Hein. Spectaculaire. Je le signe tout de suite. Ouais. Je le signe vraiment dès demain. Moi, demain matin, j'ai ma casquette de matchmaker, comme tu m'as fait sur la petite vignette. Allez, j'hésite un tout petit peu entre Nemkov et Rogrog, mais juste parce que j'en parlerai de Nemkov juste après. Il y a l'ombre de Fedor derrière lui. Tu vois, il se fait affilier Team Fedor volontairement, même s'il s'entraîne que très peu avec. Finalement, moi, j'ai un peu creusé grâce à Christophe Midou qui les connaît très bien. Il s'entraîne que très peu avec Fedor, mais quand même. Mais ma première signature, je mets Nemkov de côté et je veux Rogrog parce qu'il est spectaculaire et tout, tu vois. Mais pour Nemkov, pour finir ta parenthèse, ce serait fun dans l'idée d'avoir Fedor qui vient dans le coin. Parce que par contre, il est tout le temps dans le coin. Oui. Là, pour une idée de transmission. Fedor avec un t-shirt UFC dans le coin. Ah, l'image, elle est belle. Même si c'est 20 ans trop tard, l'image, elle est belle. Et surtout, 18-2, Nemkov. C'est un gros record aussi. Donc, par exemple, dans ce top 10 Fight Matrix, toi, tu signerais pas un Goltsov, Denis Goltsov, qui est déjà à 35 ans, qui est au PFL. C'est qu'en fait, déjà, sur les Russes, on a dit doucement. Doucement. Et c'est pas, je veux dire, ils s'en cachent pas aujourd'hui. Hein. C'est pas un secret de polichinelle. Donc, je me dis que, quitte à aller là-dedans, ben, je préfère, moi, Nemkov. Voilà, je fais un choix. C'est un public et c'est des broadcasts qui sont pas très rentables. J'en prends un pour le sportif. J'ai choisi Nemkov. T'as la même analyse, comme ça, parce qu'ils sont un peu dans le même sac. T'as la même analyse que pour un Anatoly Malikin. Ouais. Tu vois, 37 ans au One, donc qui est aussi un nom inconnu, mais c'est les mêmes arguments. Voilà, j'ai essayé. On a dit qu'on prenait la casquette de matchmaker, donc on cherche des noms pour pour continuer dans la politique commerciale de l'entreprise. Donc j'ai fait des efforts, tu vois. Mon prochain nom, Pouya Ramani. Okay. Oui, il a fait des apparitions à ACA, mais il n'est pas d'origine tchétchène. Iranien. Il est iranien. Il a 32 ans. Il n'a que 4-0. Alors, le combat n'est pas très beau. Je vais vous sortir 2 refs en grappling intéressantes. Il a battu Kinan Duarte. Qu'est-ce qui, quasiment, ce qui se fait de mieux en grappling aujourd'hui, c'est pas très beau. C'est takedown en bloc ou salut, tu vois, on sait même pas pourquoi c'est lui qui a levé la main, mais il a passé de nombreuses minutes dans la demi-garde de Duarte et il a pas bougé. Donc, et plus important et plus spectaculaire, c'est lui qui jette par terre Trabelsi. On connaît le niveau de lutte de Slim Trabelsi, que j'ai mis dans mes signatures. Il arrive. Mais il l'a jeté par terre. Donc, Pouya Ramani, moi, il me plaît beaucoup. J'aime bien son style. Il a un physique aussi, quand même, avec sa grosse beubare et tout, tu vois. Donc, je l'ai mis aussi dans mes... Et puis surtout, 32 ans, tu vois. Donc, j'aime bien, moi. Et surtout, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut plus en parler pour ce qu'il fait en grappling que ce qu'il fait en MMA. Ça, c'est vrai. Mais moi, je trouve que 32 ans, avec ce niveau de lutte, c'est intéressant. Tu sais que pour finir, parce que tu parlais de Rogrog, quand je réfléchissais à des mecs possibles en Afrique, t'as Tafon Nchoukwi, qui est Camerounais, qui est une possible signature, qui est numéro 31 pour le coup du classement Fight Matrix. Mais tu vois que c'est un light heavyweight, il a même combattu en middleweight récemment. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Et c'est pas le genre de mec dont t'as envie. Un mec est capable c'est pas de ce que j'appelle un prospect poids lourd. 93 déjà et poids lourd, c'est compliqué aujourd'hui parce qu'on sait que quand même c'est lourd. Et qui est passé par l'UFC. Hein, le seul qui navigue un peu, c'est Almeida, mais j'ai l'impression qu'il prend du poids de combat en combat. Tu vois, donc je pense qu'aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Et Tafon, son passage à l'UFC s'est mal passé dans ces catégories-là. Donc, mais tu sais, t'en es au point. Il manque tellement de monde que t'en es au point. Je voyais aussi dans la liste des Augusto Sakai, qui sont déjà passés. Tanner Bowser, des mecs. Mais ils sont déjà passés. Ils ont déjà en fait, l'UFC leur a déjà fermé la porte. Donc, ces noms-là aussi, tu peux les effacer d'un trait. C'est pour ça. Donc, rapidement, on efface en fait pas mal de noms, Aldric, des listes possibles, en tout cas, dans ces classements. Tu veux prendre le suivant ou pas? Non, vas-y. Ton troisième, c'était? Mon Pouya Ramani, en 3. Ouais, ton Ramani. Non, vas-y, finis-toi ta liste. Slim Trabelsi. Il l'a déjà signé. Ouais, Slim, on sait que c'était pas, à l'époque, il y avait un problème entre le Management Factory et Ali Abdelaziz. Et ça, c'est quand même problématique. Il est fort. Il a 32 ans. Là, il est sur 8-0. Il est toujours invaincu. Je suis d'accord pour dire que ses dernières performances n'ont pas forcément été à la hauteur, mais moi je le trouve. Je vois un petit peu ce qu'il fait sur les réseaux et tout. Je pense qu'il progresse à Ike. Et pour moi, ça reste un prospect de cette division à 32 ans. Il a encore de la marge de progression. Tu vois. Bien sûr qu'il y a des prospects à 32. Et Slim, moi je pense qu'il a. En plus, il a des qualités que tu le disais tout à l'heure, tu vois. Pareil, ce qu'on a dit et qu'on reprendra un peu dans la partie technique. Chez les poids lourds, quand tu as une grande force, ça peut te monter assez vite, assez haut. Parce que, tu vois, avoir sa spécialité chez les poids lourds, ça peut faire une énorme diff. Lui, il l'a. Ouais. Il l'a, Slim. Et je trouve que le striking, moi, il évolue. Même si ça se voit pas encore en combat, le mec bosse. Et à 32 ans, il y a encore un avenir, je pense, important pour lui. Et je pense qu'on va le voir.
Je pense qu'on va le voir à l'UFC parce qu'en plus il vit là-bas maintenant, ça va être quand même beaucoup plus facile pour tout ce qui est visa et choses pareilles. Moi, je serais pas du tout étonné qu'on le voit d'ici 1 an ou 2. Ton dernier? Parce que tu nous avais dit que tu en avais 5. Ouais, Marek Sanosiuk. C'est rigolo en plus parce que c'est rare. Il a démarré au KS, mais il est au Rising actuellement. Il n'a que 28 ans. Alors oui, le record est pas fou. Il a 8-4, mais 4-1 sur les 5 derniers combats, 2 KO. Et pas inintéressant. Pas inintéressant, physique. Je trouvais cette signature adéquate. Après, il faut voir comment ça évolue derrière. Tu vois, je te dis pas que c'est le prochain top 5 de l'UFC, mais demain matin, j'ai les clés, je le signe. Alors moi, je te rajoutais, mais je t'ai rajouté quelques Russes. Parce que moi, je me dis, on est tellement à poil dans cette caté, je vais être clair que, tu vois, je suis l'UFC, je dis moi, je suis un employé qui suit la politique commerciale de l'entreprise. Toi, tu veux la révolutionner, c'est pas mal aussi quand même. Non, mais je me dis, on est trop à la rue, on peut pas se passer dans les autres catés, ok, mais là, on peut pas s'en passer en fait, parce qu'il y en a plein dans ces listes de mecs possibles. Sergei Bilostieni. Qui est numéro 23 pour le coup, qui est au PFL, alors qui reste sur une défaite au PFL, mais plutôt aussi jeune, 29 ans. Qui s'entraîne aux États-Unis, en Floride. Bah, tu vois, 29 ans, quand t'as déjà des références au PFL. Il s'entraîne à l'American Top Team, c'est ça, non? Rati Team. Okay. Mais quand t'as 29 ans, t'as quand même pas mal de victoires au Bellator ou au PFL. Ouais, non, c'est ça. Je t'amène. Oui, oui, on verra ce que ça donnera. Je te dis pas que ça peut aller jusqu'au titre ou au top 5, mais au moins ça renouvelle un peu la KT, ça donne du 109. Dans la même idée, mais il était russe aussi, c'est Oleg Popov du PFL. 33 ans, numéro 21, Fight Matrix. À voir si ça peut, mais c'est pour gonfler le roster. Je vais pas te chercher les mecs. J'avais Rug, j'avais Slim aussi, mais on évite, tu vois, en termes de signature tout de suite, il y a pas 50 noms non plus, quoi. Après, on va passer dans les prospects, dans les mecs qui peuvent intéresser pour le futur, mais qu'il faut un peu tester encore. Moi, j'ai une petite rubrique, c'est qui peuvent signer au prochain combat. Ah, direct. Ouais. Alors, je t'en donne. Il y a des noms connus. Et là, c'est pas pour vendre le truc, les gars, mais il y a du RS Fighting Championship dans mon truc. Très vite fait, Pavel Dalitko, qui est le champion du Brave, 33 ans, 10-2. Il est sur 6 victoires. Ça manque un poil de nom, pour être honnête. Mais je l'aurai quand même dans le viseur, parce que c'est le champion d'une orga majeure, même si en ce moment, elle est un petit peu moins étincelante que par le passé, le Brave, soyons honnêtes, mais c'est quand même des orgas qui ont vous passé Khamzat Chimaev, Mokaev, tu vois ce que je veux dire? Il y a eu quand même des grands noms qui sont passés par le Brave, donc il faut en parler. Mais sinon, quand même, il faut parler de Moreno Cacapor ou Cassapor, je sais pas comment on dit, qui a 33 ans, qui a 11-3, qui a combattu contre des gros noms. Et d'ailleurs, on parlait vite fait, on en reparlera après de Mario Pinto. Moreno, il l'a pris, il a perdu, et il nous a montré qu'il n'était pas très loin du niveau. Mais il va affronter qui? Aboubakar Bathily. Donc, oui. Donc, il y a un combat, Aboubakar qui a 9-4, qui est le champion en titre de l'ARES et qui a que 29 ans. Il tape Moreno, il rentre dans le bise. Ouais. Là, il faut être honnête, c'est pas de dire oui, tu dis ça parce qu'il passe s'entraîner chez toi ou que tu le connais. Non, je suis totalement objectif. Moreno, Cacapor ou Cassapor, 33 ans, 11-3, c'est tout à fait le genre de record qu'ils peuvent coller avec l'UFC, surtout s'il est champion d'une organisation majeure, européenne ou ailleurs. Ce mec-là va faire la ceinture. Ça veut dire que si Aboubakar Bathily le bat, il a quand même accroché un très gros nom. 10-4, champion de l'ARES, avec un nom comme ça accroché, ça signe. Moi, je pense que le vainqueur de ce combat peut être UFC-lisable. Ouais. Je crois que ce combat aura lieu le début septembre. Début septembre. Je sais plus si c'est le 7 ou le 11, j'ai plus en tête, peu importe. C'est la semaine d'après, je pense. C'est la semaine d'après l'UFC Paris. Je suis matchmaker de l'UFC, Popcorn à la maison, on le regarde ensemble. Tu vois, parce que je me dis, ok, le gagnant, il m'intéresse. Ouais. J'avais aussi en possible, tu vois, pour faire grandir le roster. Le problème, c'est qu'il a perdu contre 2 noms que j'ai déjà dit dans ces 2 derniers combats, à savoir Trabelsi et Rodrigo Nascimento. C'était un Britannique, Abraham Babli, 29 ans, Manchester Top Team. Pareil, tu te dis 29 ans chez les lourds, t'as le temps de progresser, même si tu restes sur 2 défaites. C'est le genre de mec que je fais venir dans le roster. Pour voir s'ils peuvent grandir avec. Le problème, c'est que c'est plus facile de faire grandir un gars comme ils ont fait avec un petit peu Fares et compagnie quand t'as du monde. C'est-à-dire que si t'as 70, 80, 90 combattants dans ton roster, tu peux faire grandir. Là, on rappelle, c'est entre 31 et 34 selon les mecs qui vont virer, pas virer. L'UFC, c'est pauvre pour grandir. Le problème, c'est que tu prends vite un mur, quoi. Mais en fait, là, tu vois, dans l'état d'esprit des noms que je te cite, c'est-à-dire des mecs qui reviennent, des mecs qui sont sur des deux défaites, ce qui ne devrait pas signer à l'UFC normalement quand tu es sur 2 défaites de suite. C'est-à-dire que moi, c'est dans une volonté de, je te le fais passer de 34 à 50, quoi.
On met un peu plus de densité dans ce roster pour pouvoir multiplier d'autres match-up et puis essayer de faire sortir des mecs. Je te rejoins sur le fait qu'il manque une quinzaine de noms. Ça, c'est... D'ailleurs, regarde, si on prend déjà la petite liste que moi j'ai faite, t'en as 5 en signature immédiate, t'en as 4 à surveiller. Ouais. 3 à surveiller, pardon. D'ailleurs, je continue vite fait là-dessus. Pareil pour l'Europe, il y a 2-3 noms que je trouvais intéressants. Europe, États-Unis d'ailleurs. Je commence par les États-Unis parce qu'il a quand même un gabarit solide. Il y a Allen Fry, 27 ans, 5-0, 100% de finish, qui est champion. Alors, c'est une petite orga américaine, hein, c'est l'Ultimate Battle Grand Championship. C'est pas mal, mais pour dire que c'est pauvre, les signatures du Dana White Contender Series, on y vient juste après pour finir le roster de l'UFC, si tu veux. Mais là, en jeune, t'as ça. Je rappelle un petit peu ceux qui ont suivi la reste. T'as Marcel Sitchev, qui sur le papier avait 5-0, mais qui a pareil un combat qui a été overturned, comment on appelle en français Oui, le résultat a été changé. Voilà, le résultat a été changé en défaite, donc il se retrouve avec 4-1, mais qui est jeune, qui a que 27 ans. Donc je pense qu'il a du potentiel. T'as l'Allemand David Balensky qui a quand même 5-0, 27 ans. Pareil, c'est à surveiller parce qu'il y en a qui signent à l'UFC ou il y en a beaucoup qui sont au Dana White Contender avec ce record-là. Et pareil, j'ai fouiné un peu au Brésil. Mais pareil, si tu regardes le Fight Matrix, il est bien, il est à 5-0, Pedro Valerio. Mais si tu regardes le Tapology, il y a 3 mecs qui sont flagués pour le record un peu limite, tu vois. Donc ça ressemble plus à un mec qui veulent construire un peu la carrière pour aller au Dana White qu'à vraiment une pépite, surtout que j'ai regardé les combats. Non, mon préféré là-dedans, c'est dur. Ouais. Tu sais qu'en fait, ça m'inspire une réflexion, mais quand tu cites ces noms-là, tu te rends compte que tu vois, t'as pas de mec non plus où l'UFC a regardé, a fait waouh. C'est là que tu te rends compte, par exemple, qu'un Cyril. Ouais, c'est pour. Tu m'étonnes qu'ils l'ont signé après deux combats, qu'ils le voulaient après deux combats. Cyril, dès ses premiers combats, en plus, avec ses qualités en Muay Thai, tu vois, pareil, qui lui font une force très forte parce que debout, sur le pied-point, il est quand même. Il est beau à regarder, tu vois. Il y a très peu de mecs qui sont au niveau que peut être Cyril dans une caté comme ça. Et ils ont pas hésité une seconde, hein. Les mecs, ils ont vu 2 combats au TKO, ils ont dit, vas-y, tu signes là, toi. Tu viens tout de suite, tu vois. Mais tu sais, c'est ça qui est compliqué. Et t'en as peu, en fait. Dans cette caté, t'en as peu des profils comme Cyril. Je te donne une anecdote. Je te donne une anecdote assez rigolote. Je regarde un petit peu, du coup, je me fais une liste de noms, je commence à, et puis je me dis, allez, ma liste de noms, elle est bien, les statistiques, c'est bien, mais demain matin, j'ai envie d'être un autre matchmaker que ce qui existe déjà, je vais regarder les combats. Alors, c'est vrai que c'est plus long, hein. Du coup, je commence à regarder. Et au final, dans la liste que je t'ai donnée au départ, de 3 noms, là, les mecs à surveiller, ben, au début, il y en avait 4. Il y avait un certain Junior Caranta, qu'on connaît bien parce qu'il a été au MMA Factory et qu'il a perdu 2 fois en début de carrière contre Sofiane Boukishou, qui a fait sa reprise. Il a que 33 ans, là. Après ses défaites contre Sofiane au Cage Warrior et en France, il avait pris un gros break. Et là, il a repris. Il a une boxe anglaise magnifique. Mais regarde, le mec, il a 33 ans, il a que 4-2. Alors oui, il a 4-2, 4 KO. 2 défaites contre Sofiane. D'un côté, c'est beau à regarder et c'est athlétique, mais d'un autre côté, ça a des faiblesses au sol. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de se dire, est-ce que là, j'y vois une qualité ou est-ce que je me dis le premier qui va l'accrocher, il va perdre? C'est un travail qui est très difficile. Et dans cette caté-là, comme t'as moins de mecs très complets, tu vois, c'est dur en fait. Ça brôle un peu souvent, en vrai, tu vois. être matchmaker et tu vois, en se prêtant à ce jeu-là, c'est dur. C'est intéressant, mais c'est dur. Cette caté-là, elle est beaucoup plus dure que si on va taper dans les moins de 70 comme on a fait récemment, ou si tu vas moins de 66, moins de 61 ou 77. Ce sera beaucoup plus clair les mecs que tu peux signer parce que tu vois leur qualité. Il y a tellement d'écarts techniques en fait, c'est ça. Ouais, oui, cette caté, elle est dure à gérer pour ça. Tu disais, tu vois, tu parlais des défaites, des mecs qui ont des défaites. On disait que par exemple, dans les plus jeunes Caspinal, dans le top 100 Fight Matrix, le seul invaincu, c'est Mario Pinto. Il faut en parler un peu de Mario Pinto parce que par contre, il est intéressant, lui. 10-0, tu vois. Donc, tu as très peu de profils comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une nuance à mettre là-dessus dans le sens où les lourds, avec cette maturité tardive, c'est peut-être moins problématique d'avoir des défaites quand t'es un possible prospect, évidemment, que dans des catégories où il y a beaucoup plus de concurrence. Il faut avoir de la retenue et de l'analyse en poids lourd. Tu vois, le 10-0 de Mario Pinto, il peut ressembler à... Il y a plein de mecs là qui viennent de Sinoda White qui ont 6-1, 5-0, 5... Mais en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qui. C'est-à-dire que pour l'instant, le seul qui a vraiment un beau record, une bonne équipe, parce que c'est un Britannique, je sais plus, je crois que c'est en train à Manchester Top Team, Pinto, ou dans une équipe comme ça. Je peux te le vérifier. On a Austin Lane, Moreno Cassaport, justement, et Benjamin Seik, qu'on a vu. C'est pas le mec le plus complet au monde, mais c'est quand même un mec qui a du gabarit et un très haut niveau de grappling. Donc là, tu te dis, OK, Pinto, 27 ans, 10-0 à l'UFC, là, il y a un prospect. Fight Zone London. Ouais. Donc, tu vois, là, il y a une équipe derrière. Le mec est athlétique. Il est grand. Il a que 27 ans. Ça, je regarde.
Tu vois, je me dis, ouais, quand même, là, on a un vrai 10-0. Parce qu'en fait, ça peut aller très vite, le record. T'as tellement de mecs. Je veux dire, quand tu commences à regarder à partir du top 150, 200 mondial, t'as des mecs, tu te demandes ce qu'ils font là, vraiment, tu vois. Tu te dis, c'est dur quand même. Et qui a déjà donc qu'elle a une victoire à l'UFC contre Austin Lane. Il était passé par les contenders, mais à Opito, il a une victoire. Ouais, là, lui, c'est un vrai espoir. Voilà, dans le roster qu'ils ont aujourd'hui, ça paraît le mec que tu as envie de voir, ok, jusqu'où il peut monter. C'est ça. Après, tu vois, les arrivées des bouchers chaque, on observera aussi, mais c'est le mec qui me paraissait le plus. D'ailleurs, pour le petit clin d'œil, il avait battu Benjamin Seik quand il était au Lovers au sol. Fight League. Ouais. Tu vois, il a fini en Grand Pound. On connaît le sol de Seik. Voilà, Seik, c'est pas très bon debout, mais au sol, c'est très fort. D'ailleurs, il a battu Boubacar Bathily au sol. Et là, il y en a. Et pour aller le finir en Grand Pound, il faut être quand même sûr de sa lutte, sûr de sa posture. Tu vois ce que je veux te dire? Sûr de ses appuis. Donc ouais, vraiment Pinto, moi je mets de gros espoirs sur lui. Et il avait battu aussi Moreno Cacapa. Ouais, c'est ce que je te dis. C'est cet enchaînement-là. Le 10-0, il est solide. Tu vois. Et même s'il se fait un peu accrocher, parce que comme d'habitude, l'UFC va vouloir aller trop vite. Ça, je te l'écris et je te le signe. Ils vont vouloir aller trop vite. Et 27 ans. Conséquence de cette KT. Dans 2 combats, on le voit contre un mec du top 10 ou top 15. Et peut-être que ça va passer. Peut-être qu'il va se faire accrocher. Et c'est pas pour ça qu'il va dire, ouais, je descends du train. 27 ans, on peut être patient. Lui, ils peuvent, peut-être, si sur son prochain contrat, il fait 2 sur 4, faut pas le cut. Tu verras qu'ils le cutteront pas parce que là, tu peux te montrer patient. Je te dis, c'est Jonathan Diniz qui l'affronte le 11 octobre, donc sur une UFC Fight Night. Ouais. C'est un combat de ça. C'est ça, tu vois. Il le bat, il le finish. Diniz, il se passe quoi? Ils vont lui mettre un top 15 ou top 10. Exactement. C'est même le genre de profil où ils peuvent lui mettre Derrick Lewis ou un truc mais comme c'est ça. Même si, bon, comme il vient de gagner, ils mettront peut-être plus haut. Ils veulent aller trop vite parce qu'ils ont besoin de nourrir leur. Tu vois, là, je te garantis. Alors, la bêtise qu'il faudrait faire, c'est lui mettre Rizan Kouniev parce que lui, on sait que c'est un top 15. Enfin, c'est le 15e, mais qu'il a le niveau top 5. Après, demain matin, tu mets un mec comme ça contre Martin Boudet ou Tai Tuivasa, ça match, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, tu le regardes, après il perd, tu dis c'est trop tôt, mais c'est compliqué. Tu pointes un autre truc hyper important dans cette KT. Il y a un énorme, au-delà du travail des matchmakers d'aller chercher des mecs en dehors pour la densifier, il y a un travail très pointu à faire sur les matchmaking que tu fais. C'est ça. Ne pas accélérer les mecs trop vite. Enfin, tu vois, tu le vois là. Tu essayes de faire monter Tyson Texera, il arrive, il se prend un gros KO par Derek Lewis. Ça, c'était écrit, je vous l'ai dit. Je veux pas dire, je veux pas dire que je fais des prédictions, mais en fait, ils vont trop vite. On aurait sans doute dû lui donner une petite étape avant encore, tu vois, avant de prendre le 9e du classement. Peut-être qu'ils l'ont brisé là. Alors après, peut-être que ça fait du bien. Tu vois, le mec qui se remet en question à 25 ans, il se dit, je change d'équipe et je travaille sur mes points faibles. Ça peut devenir peut-être, je te dis, Tyson Texera, dans 6-7 ans, quand il est à son gap, il peut être champion de l'UFC. S'il faut, dans 6-7 ans, il travaille au Midas du coin, il fait des vidanges, parce que tu vois, il est dégoûté du truc. Mais, ouais, il y a un potentiel, et peut-être que cette défaite va le faire se remettre en question, et il peut y avoir un truc en chaîne qui va se faire derrière ça. Mais c'était quand même trop tôt. C'était trop tôt. C'est marrant ce que la petite métaphore que tu viens de faire, parce que c'est l'inverse de Poatan qu'on a parlé tout à l'heure, qui lui travaillait dans une sorte de Midas et qui derrière était... Je l'ai fait exprès pour ceux qui ont la ref. Mais... était à l'UFC directement. Tu voulais finir sur les autres prospects possibles en Dana White Contender Series dans la liste qui arrive? Ouais, le recrutement est bien fait. Au moment où on se parle, il y a à peu près... En gros, il y a 2, 3, 4 events qui sont à peu près finis sur le Dana White. Si tu vas sur Fight Matrix ou même sur le site de l'UFC, il y a 4 events qui sont à peu près finis. Dont celui avec Ilian Boifia. Dont il y a main event aussi, faut le rappeler. Et derrière ça, il y a plein d'events où il y a juste le main event, donc ça manque beaucoup de signatures. Ils sont à la bourre totale. Néanmoins, il y a déjà la catégorie la plus remplie, c'est les lourds. Il y en a 6 qui ont été signés. Je voulais juste faire un état parce que c'est pas mauvais comme recrutement. Là, par contre. Avant que tu me disais non, c'est un peu symbolique aussi. C'est-à-dire ce qu'on se dit qu'ils doivent un peu se sortir les doigts là sur cette KT. Voilà. Mais je vous les donne maintenant, les noms, et on refait un point en octobre. Moi, je pense qu'ils vont signer quasiment tout le monde. Ouais. J'en suis... parce qu'en plus, pour les 2 Brésiliens, je les donne pas dans l'ordre, on s'en fout, hein, mais Guilherme Patis et Guilherme Uriel, 28 et 26 ans, 6-1, 5-0, tu fais des visas, tant qu'à faire, tu t'en sers. Et tu les mets en opposition dans le rooster, surtout qu'il y en a un qui a 100% de finish. C'est pas inintéressant. Moi, je pense qu'ils vont les prendre quand même. Parce que c'est une KT quand même dont il y a besoin. Je le disais à l'époque de Boifia, on disait que quand même, il y a 16% des mecs qui perdent qui signent quand même. Hein.
Rappelez-vous de ce chiffre. Donc, il y a ces deux Brésiliens qu'on connaît pas trop. Il y a Josh Okit, 27 ans, 5-0, 100% de finish. Anthony Garasio, 31 ans, 4-0, 100% de finish. Elisha Ellison, 28 ans, 5-1, 100% de finish. Et Brando Perikic, 30 ans, 4-1, 100% de finish. Donc, sur le recrutement, t'as vu, on descend d'un cran quand même. Si tu commences à regarder, en général, c'est plus entre 6 et 10 combats pour les autres KT. Là, on est clairement sur des mecs qui ont des fois moins de 5 combats. On voit qu'il y a un mec qui a 4-0. Quand je dis aux jeunes qui sont amateurs, et je t'ai fait une petite rubrique amateur, on pourra en parler après. C'est la dernière qu'on ouvrira. Ne vous pressez pas. C'est ne vous pressez pas. 4-0 en pro, c'est très peu. Ouais. Tu peux faire ça en un an, en vrai. Un mec comme Tandia, il aura fait 4 combats en un an. Alors, il n'est pas poids lourd, mais tu vois... Patrick, à Biarroa, il a fait plus que ça. Exactement. Axel aussi, à ses débuts, il a fait 4 en un an. Donc, c'est quelque chose... C'est pas la peine de se presser. Kevin Holland, il vient de faire 4 en 7 mois. Voilà. Tu vois, donc, quand tu vois que Cyril Gane signe à l'UFC... En vrai, au bout de 2, c'est Fernand, par fidélité envers Patry, qui le laisse refaire le dernier au TKO. Voilà, vous avez compris, les gars. En poids lourd, il n'y a pas besoin de rocher. Tu fais propre. Et puis, Cyril rappelle, à ceux qui connaissaient pas la carrière d'avant, il a pris quelques tueurs à gages en Youssef Bouganem. Voilà. Tu vois, donc il y avait une base quand même de combat assez solide à observer. Quoi. Je pense que tu arrives avec un palmarès amateur solide. Et déjà, nos amateurs, j'ai regardé, j'en parlerai après, mais il y en a certains qui ont même pas 20 ans et qui ont déjà plus de 10, 12, 15 combats, tu vois. Donc, il y a le temps, faut pas rusher. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, les chiffres, c'est cela. Avec 5 combats, tu vas au Dana White Contender Series. Et à partir de ton 6e, tu peux être à l'UFC. C'est ça, les chiffres. C'est signe de pauvreté, quand même. Ouais, c'est cette caté-là. Oui, c'est vraiment. C'est signe de pauvreté, quand même. Et ça existe, richesse, en tout cas. Et ça existe dans aucune autre caté. C'est très rare. Ou alors, t'es vraiment, tu vois, t'as des qualités tellement exceptionnelles qu'on te signerait très tôt. Middleweight, light heavyweight, oui, on commence à s'intéresser à toi à partir de 5 ou 6 combats quand même. Light heavy, je peux te Mais c'est pas du systématique. C'est-à-dire que si tu regardes les mecs... Tu vois, un Oumar, tu sais qu'il a très vite impressionné toutes les orgas. Mais il y a la plupart des mecs, même en middleweight, ils sont au Dana White, ils ont 8, 10 combats quand même, malgré tout. Il y a vraiment qu'en poids lourd, là, il n'y en a pas un qui a plus de 6 combats. Et j'espère que les gens comprendront avec l'émission qu'on fait là, ce qu'on vient de dire et qu'on a redit aussi sur la lightweight, pourquoi je dis que moi, à partir de 84, c'est pas le même MMA en fait. Tu vois, oui, c'est pas le même. Parce que il faut être plus fort en fait quand t'es dans les catés d'en dessous. La concurrence est tellement rude, il y a tellement de monde dans ces catés-là, que tu peux pas être un combattant lambda ou moyen, ou avoir qu'une force comme certains poids lourds. En fait, vous verrez, et ça, de toute façon, les podcasts, ils restent, et vous avez tout loisir de les regarder et de les re-regarder. Je suis sûr que les 2 seuls catés où on va complètement découvrir des noms dans un an quand on fera une petite mise à jour, c'est poids lourd. Tu vois, et peut-être light heavy. C'est-à-dire que quand on a fait 70, tu verras que par rapport aux noms qu'on a évoqués, il y aura très très peu de nouveaux arrivants d'année en année. C'est des noms qu'on a dit, qui sont remontés. Et peut-être qu'on redira les mêmes noms en fait. C'est ça. Ouais. Là, en poids lourd, il y a un mec qui arrive de l'anglaise maintenant, qui commence à se mettre un tout petit peu sur une base de sol, et s'il faut, dans un an, il est à l'UFC, on n'a même pas prononcé son nom, on ne sait pas qui c'est au moment où on se parle. Il s'entraîne dans un pauvre gym de boxe anglaise à Londres, et il arrive, t'as raison. Je te donne un autre exemple, il y a un mec, s'il faut là, il est en train de faire la draft NFL. Et les gars, par contre, j'avais dit, j'ai eu une invitation du club des Jets pour leur podcast français, auquel j'ai répondu. Je vous avais dit que je vous faisais une petite passe D aujourd'hui, je vous la fais. Elle est là. Mais en ce moment, on sait qu'il y a les drafts et les tests physiques NFL que j'adore, dont je raffole et tout, tu vois. Et là, il y a un mec qui est pas pris, là. J'en sais pas, un poste défensif, n'importe quoi, ou qui fait 2 mètres de haut et qui dit ouais, je suis pas pris en université, ou je suis pas pris en NFL, je change de carrière. Peut-être qu'on le voit dans un an et qui casse la bouche à tout le monde en poids lourd parce que il y a une réalité. Que ce soit les combattants de grappling aujourd'hui, ou que ce soit les combattants de boxe anglaise, voire même de Muay Thai, s'ils se mettent à la catégorie poids lourd, le chemin il est beaucoup plus rapide. Par contre, tu vois, t'ouvres un truc. Avant que tu parles de ta liste d'amateurs, ça ouvre un débat que j'avais pour juste après dans l'émission, mais on va l'avancer dans le conducteur. En fait, c'est une catégorie où, notamment aux États-Unis, parce que si tu regardes, quand on a fait toute cette opération du Top 100 Fight Matrix, ou des mecs un peu en dehors possible, il y a quand même beaucoup de Brésiliens, il y a beaucoup de Russes, il y a beaucoup moins d'anglais ou de choses comme ça. Il y a pas mal d'Africains qui commencent à monter pour le coup. Si ça se développe le MMA en Afrique, je pense qu'on en aura aussi pas mal. En fait, les grands pays, mais les mecs, ils viennent plus. Si tu fais 120 kilos et que t'es athlétique, on avait déjà parlé de ça, Aldric, et que t'es américain, tu rêves de NFL, tu veux faire le combine, tu veux pas aller à l'UFC. Il y a une raison pour pour lesquels les mecs, que ce soit en MMA ou en catch, ils étaient comme des fous devant Gable Stevenson, l'extraordinaire lutteur américain. Parce que c'est un talent que t'as jamais, en fait. Un talent aussi brut qui te dit, je veux peut-être faire du MMA directement. C'est du pain béni pour eux.
Est-ce qu'on va revoir en fait tu vois, avec Oui, attends, au avec basket, cette idée dans les programmes NBA en Afrique, combien il y en a des Africains qui font 1m95, 2 mètres, qui sont hyper athlétiques et qui ont la mobilité de Cyril Gane. D'ailleurs, tu as vu Cyril au basket, c'est pas mal aussi. Ouais, hein. oui, Il n'y a pas très Cyril, longtemps, il dans aurait été l'équipe bon de Rudy Gobert. Big up à Cyril, moi j'ai bien aimé, j'ai regardé quelques il aurait extraits. été bon dans tous les sports. Mais voilà, aujourd'hui, la NBA, je crois qu'ils investissent 18 ou 20 millions par an pour développer le basketball là-bas. Donc aujourd'hui, tu fais 1m95, 105 ou 110 kilos et t'es hyper athlétique, tu fais quoi comme sport? Bien sûr. En fait, pour faire du MMA, t'as pas de bourse universitaire. C'est-à-dire qu'il faudra que tu fasses de la lutte comme Gable Stevenson ou d'autres. T'auras plus envie, je te dis, tout le monde parle aussi des payes qui sont pas, le MMA, c'est pas le sport qui paye le mieux, tu vois, sauf si tu deviens le champion. Donc, c'est pas une motivation énorme pour eux. Je te l'ai dit, on en avait déjà parlé dans une autre émission. Moi, je suis les orgas américaines aujourd'hui comme l'UFC. Je pousse à fond pour que la NCAA lance un cursus de MMA, qu'il y ait des championnats de MMA, pour qu'on récupère des jeunes. Non, parce que ce que tu dis, c'est important. La bourse, c'est 15 à 20 000 $, voire plus par an. Exactement. Donc, on leur paye leurs études. MMA, tu fais quoi, en fait? Il y avait le PFL, pareil. Moi, on critique souvent. On a des fois un œil critique sur ce que fait le PFL. C'était quand même les premiers à l'époque de Aaron Pico à lancer des bourses rookies. Tu vois, ça n'a pas duré bien longtemps, malheureusement. Mais ils avaient Pico. Depuis qu'il a 16 ou 17 ans, je crois, il faut que je vérifie, mais je suis quasiment sûr à 99%, il a un prof de boxe qui lui fait les pattes d'ours à côté parce qu'il avait une bourse payée par le PFL, tu vois. Donc, c'est vrai que tu cites Pico parce qu'il est sur la même carte que Bouchecha, celle dont on parlera là. Il est, on sait pas. Et est-ce qu'il a été remplacé, Evloev, parce que je crois qu'il a pull out, hein. Mais je pense qu'ils vont le laisser sur la carte. Mais en tout cas, l'idée de base de l'UFC, c'est de lui mettre Evloev. C'est sympa pour Evloev pour le coup, qui mérite son title shot, je pense. Et quand tu vas boucher chaque, on met aussi contre un top 15. Mais en fait, tu vois que c'est pas du tout la même façon de penser pour mettre ces deux mecs face à un top 15. C'est Pico, tu lui dis parce que tu lui mets le test tout de suite. Pico, c'est parce qu'il vient du PFL et du Bellator. Et il a du credential, tu vois. On a envie de le tester tout de suite contre Fort parce qu'on se dit, il y a les lourds, Boucheka, il y a du potentiel aussi, mais c'est surtout que c'est désert. Donc tu lui files tout de suite un top 15 pour essayer de l'accélérer et qu'il soit tout de suite. C'est pas la même réflexion, mécanique de réflexion pour mettre des. Même chose pour l'anglaise, tu vois. S'il faut, il y a des mecs aujourd'hui qui vont en avoir ras-le-bol de patienter en anglaise à 100 kilos, enfin, qui font 110, 75 kilos et qui ont du mal à avancer parce qu'on sait que, et t'es spécialiste, toi, avec de l'anglaise. Aujourd'hui, l'anglaise, c'est un peu plus compliqué que l'UFC. C'est-à-dire que t'as beau avoir fait une carrière amateur, faire des trucs, s'il n'y a pas un promoteur qui croit en toi, et qui est payé, qui est prêt à investir de l'argent au départ pour te lancer, qu'est-ce qui se passe en fait dans ta carrière? Rien. Oui. Tu vois, donc il y a peut-être un mec là-dedans qui va être saoulé, et qui va faire du MMA dans un an et qui va allonger tout le monde, tu vois. Donc c'est la seule caté où en fait on a fait un travail qui peut être totalement obsolète dans un an. Ouais, c'est possible. Tu vois. Et t'en vois, pour finir ces discussions-là, tu revois un mouvement. Genre, si on se reparle dans 10 ans, il y aura beaucoup de poids lourds américains, tu penses? Non. Et tu sais, même, on parle d'écart, là. En vrai, France-Angleterre, c'est la même. Hein. T'es à 120 kilos, t'es hyper athlétique, va faire du rugby. Hein. Bah, tu vois, si le sport te plaît, hein, je te force pas. Allez, je te fais une petite. En France, on commence à avoir des petits espoirs. Tiens, c'est bien que tu me parles de ça. Ça ouvre sur les amateurs. J'en parle un peu. Ça ouvre sur les amateurs. Il y en a pas 1000. Pour moi, qu'est-ce qu'un espoir? Alors, j'ai pris en premier un mec hors contexte. On l'a pas encore vu. Pour moi, l'amateur, c'est l'IMAF. Excusez-moi, ne me parlez pas de Gamma, ne me parlez pas de Gala. Moi, je suis un vieux de la vieille. La plupart des gens qui ont fait un cursus UFC, ils sont passés par les IMAF. Donc, ne me parlez pas d'autre chose. Pour moi, il n'y a rien d'autre. Donc, je me suis référé à IMAF et à ceux qui ont été capables de battre des champions IMAF. Voilà à quoi je me suis référé pour l'amateur. On a quand même pris le sparring de Cyril, parce qu'il est quand même sacrément impressionnant. Dave Fuxing, qui a 2 ou 3-0 en amateur, je sais pas. Le bébé. Hein. Ouais. Il mérite qu'on parle de lui parce que lui, il a le gab. Là, le bébé. Et surtout, il a, si c'est Fernand qui s'en occupe, il a, pour moi, le meilleur entraîneur-manager de cette KT. Il connaît le niveau par cœur. Ouais. Moi, d'ailleurs, Fernand, il m'a promis qu'il viendrait sur la chaîne. J'ai envie de lui faire parler de ça quand il vient. Parce que ce mec-là, en poids lourd, il connaît tout par cœur. Il a un coach de cette qualité dans cette KT. Il a un sparring partner qui est top 2 mondial maintenant que Jones est parti. Même tous les trucs qu'il a fait, Marcel Titchev, ça a été dommage parce qu'il a eu le dopage à l'arrêt, sinon il montait sa carrière de ouf, il était super fort. Fernand, il a du nez pour ça. La KT poids lourd, elle lui sied à merveille, il connaît, il a tellement une idée du volume et de la vitesse qu'il voit le mec à l'entraînement, il sait si ça va performer ou pas. Il y a eu des problèmes entre deux, mais Slim, hein, il l'avait vu aussi. Enfin, tu vois, bien évidemment. Il a cet œil clairement. Ouais. Et Trabelsi, s'il n'y a pas le problème avec Ali, parce que c'est bien de tout le temps casser du sucre sur le dos de Fernand, mais pour moi, Trabelsi, c'est pas Fernand, hein. C'est Abdelaziz, bien sûr, qui vient
transgresser, tu vois. On aime, on n'aime pas. Moi, j'ai mon franc-parler. Et pour moi, si Fernand était fautif, je l'aurais dit. Pour moi, c'est pas lui. Pour le coup, quand j'étais à RMC, je pense qu'elles sont toujours en ligne. Il y avait une grande interview avec Fernand qui nous racontait l'histoire, et j'en avais fait une aussi. La balance journalistique oblige, avec Slim qui racontait son histoire. Ouais. Quoi qu'il arrive, je veux dire, tu signes pas un mec sans être sûr qu'il est libre. Point. C'est pour moi, c'est une réalité, ça. Et ça, ce sera un thème d'un autre Job Culture aussi. Ouais. Tu vois, mais le pouvoir qu'a ces super managers comme Ali, qui en fait tous les autres pour lui, c'est un peu de la. Vous comprenez le mot, je vais pas le dire, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est moi le surpuissant, et mais sur ce coup-là, je fais ce que je veux avec vous, quoi. L'UFC qui tranche un petit peu comme le jugement de Salomon, ils ont jugé que Fernand avait raison, point. Et ils ont annulé la signature. Donc c'est une réalité. Ah, c'est parce que légalement, il avait grave raison. Oui. Donc au bout d'un moment, il y a pas de souci là-dessus. Il faut dire les choses. Et là-dessus, il a une expertise. Donc ce Dave Footsing est à surveiller parce que vraiment, Cyril déjà, il s'entraîne avec le numéro 1 mondial. Donc déjà, il n'y a rien de plus à rajouter, en fait. Et en plus, il a un gabarit de ouf. Donc ça, j'aime bien. Champion du monde, junior, champion d'Europe, senior, 11-2 en amateur, Sarkis Bellorian. Il faut en parler. Il est très jeune. Hein. Il est à Nice en ce moment. Il va sûrement rejoindre le Boxing Squad, mais il est très jeune. Il faut surveiller. C'est encore beaucoup. C'est très, très jeune. Hein. Il a 20 ans. Hein. Donc, surtout dans cette caté, c'est... Ouais, je l'ai vu au DIMAF, il a des qualités énormes. Il y a aussi des scories à travailler vraiment, mais il est jeune et t'as du temps de progresser. Il a perdu il n'y a pas très longtemps. Alors, ça va pas lui faire plaisir que je parle ça, mais c'est le résultat, il faut en parler. Contre Brad Jean-Eli, qui a un gabarit aussi oufissime. Là, tu vois, on parlait d'universitaire. Lui, il a totalement le gabarit d'un mec pour jouer au football américain. Ouais. Il est ultra explosif. Il a 5-1 de record. Il est jeune. Donc, pareil, ce sont des amateurs qu'il faut surveiller. Ray Poussin Joko, 5-0. Et le champion de France en titre, Jérémy Dédé, 4-0. Voilà. Alors, pour Jérémy, il y a une échéance directe. Et sûrement pour Sarkis d'ailleurs, parce que je pense que comme il est encore junior, faut que non, il vient de passer senior. Donc ce sera entre les deux. La sélection, Lionel Brézéfin m'a promis que début août, il allait venir donner sa sélection de l'équipe de France de fin septembre sur Jab Life. Donc vous saurez. Jérémy Dédé, c'est sûr, pas parce que je fais une digression, parce qu'il est champion de France. On sait qu'il va essayer de doubler les catégories qui sont importantes, mais c'est toujours le champion de France qui y va. En premier qui y va, et en deux, il y aura un mix entre classement MMA League et médaille dans des compétitions préalables. Donc, Jérémy Dédé, on va voir sur un gros test. Il va être au championnat du monde IMAF, senior. Si ça gagne, 4-0 en amateur, quoi qu'il arrive, il a 3 ou 4 combats à faire. Passage en pro, enfin, on va un peu vite, mais... Non, passage en pro, 4-5 combats en 2 ans, et puis pourquoi pas. Voilà. Le talent. Donc, ce sont des mecs à surveiller parce que, en tout cas... aujourd'hui produits par le MMA, qui sont aujourd'hui sur la scène de MMA. Alors en tout, je sais pas, on a peut-être mis une quarantaine de noms à deux. Il n'y a plus rien d'autre. Non. Et moi, je t'ai mis des noms qui étaient déjà passés à l'UFC. On a des mecs, on a cité des Russes qui ne seront pas forcément pris. Déjà 40, on est large en fait. On est très très large. Et il y a beaucoup des noms, ceux des amateurs que tu as cités, c'est pas pour tout de suite. C'est à moyen terme. Ah oui. C'est donc, des mecs qui, dans les 2-3 ans, peuvent éclore. Même en vrai, pour passer de 34 à 50, ce qui était un peu ma volonté, en vrai, c'est chaud. Ouais. En vrai, c'est chaud. T'as les mecs du Dana White. Pour avoir des vrais talents, je parle. T'as les petites signatures dont je t'avais parlé quand même. Il y en a, voilà, 5. Mais, tu vois, pour avoir des vrais bons talents, comme ceux qu'on a cités, parce que sinon, si tu veux monter à 50, tu vas chercher un peu n'importe qui. Tu les trouves, tes mecs. Mais pour avoir des vrais talents. La réalité, c'est que c'est très compliqué. Hein. Et dernière digression là-dessus, sur cette recherche de talents et des amateurs. Je te disais, moi, je suis les Américains, j'essaye de pousser que la NCAA donne des bourses pour le MMA et qu'il y ait un vrai parcours universitaire de MMA avec des compètes. Mais moi, je suis l'UFC aussi, puisque maintenant, il se développe dans le monde avec des instituts de performance et des choses. Je t'en mets un en Afrique. Évidemment. Je le spécialise sur les poids lourds. Tous les mecs qui font de la lutte sénégalaise aujourd'hui et tout. Tu m'as donné une idée, parce que j'avais pas du tout l'idée sur mon fil conducteur. Mais en plus, comme on sait qu'il y a des bonnes relations, puisqu'il a placé beaucoup de combattants là-bas. C'est quoi, je mets Fernand à la tête de ça. Il a vraiment des qualités. Je t'envoie Fernand, tu vois, s'il est OK, hein, bien sûr, mais je te l'envoie diriger une sorte d'institut de performance spécialisé poids lourd, et il va me chercher les physiques, tu vois, qu'on peut trouver aussi en Afrique, et essayer d'en faire des tueurs que tu ramènes à l'UFC. Why not? Mais il y a un très gros gabarit. Hein. Il y a une population en Afrique, t'as des mecs forts, t'as des mecs en plus qui démarrent la lutte culturellement, donc ils ont un savoir-faire, ils ont une habitude de l'appréhension. Et aujourd'hui, le problème majeur, il est financier. C'est évident parce que comment tu veux vendre le truc? Comme tu disais, il n'y a pas de bourse universitaire. Quoi qu'il arrive, on va te parler en premier du fameux 12-12. Donc, quand les mecs ils voient les millions qui sont sur une draft NBA ou NFL,
tu veux rivaliser comment, en fait? Bien sûr. Et c'est pour ça que je cite aussi beaucoup l'Afrique, parce que une des références qu'ils ont, c'est Francis, qui lui y est arrivé ces millions de la fin. Alors tout le monde n'aura pas le parcours de Francis, on va pas se mentir. Et en plus de se dire, t'as vu le parcours qu'il a, à quel âge il commence, les galères qu'il a dans sa vie avant. Si tu réussis à me faire un institut de performance où tu chopes des jeunes à 15-16, tu vois, que tu les mets dans des structures un peu, un peu fonctionnelles, même très fonctionnelles, et que tu leur fais travailler ça pendant longtemps, si les mecs ont des physiques à la Francis, mais moi, à l'époque tu où peux il y me avait, sortir des cadors, hein, en vrai. Hein. à l'époque où il y avait la triplette de champions africains, Les Free Kings. je me suis dit, tu vas voir qu'il n'y a pas des kilomètres. Et je pense ils l'ont sérieusement envisagé de faire un performance institute là-bas. En plus, ils l'ont fait en Amérique du Sud, ils l'ont fait en Chine. C'était loin d'être idiot de le faire en Afrique. Ça paraît. Ça n'a pas encore été le cas. Je pense que si ça avait peut-être mieux collé avec un Francis, ils auraient peut-être fait, tu vois. Mais même le PFL, en fait, je suis un peu déçu, moi, de ça. C'est-à-dire que c'était bien de partir et de nommer Francis président de ceci, cela, mais en fait, ils exploitent un continent en termes de broadcast. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ce que j'attendais, moi. Moi, j'attendais de la formation concurrencer justement beaucoup la NBA, la NFL là-dessus. Tu l'as dit lundi, d'ailleurs. Et ils vont en Afrique du Sud. Hein. Tu vois, ils ont même pas, tu vois, pris le truc de se dire, on va aller dans un Ils vont là où il y a des mecs qui ont déjà fait le travail. Exactement. Tu vois, qu'on aime ou qu'on n'ait pas, Graham Cartwell, ça fait 15 ans qu'il fait le travail en Afrique du Sud, à chercher des trucs télé, à faire le FC, à faire le FC télé-réalité, je sais plus comment ils appellent ça, maintenant on l'a fait. Les structures sont déjà posées. Ben oui, tu vois, donc ils arrivent à un endroit où c'est clé en main, tu vois, t'as juste à manger, l'assiette elle est faite. Ils sont pas allés dans des endroits comme l'ARES l'avait fait au départ, dans des pays où il y a moins la culture MMA. Et on a deux petits thèmes pour finir, Aldric. Et le premier, il va nous permettre d'ouvrir un petit clin d'œil, puisqu'on est sur un numéro spécial poids lourd et qu'on vous rappelle que Winamax est notre partenaire sur les émissions Aldric Enerby et Jab Culture depuis quelques semaines. Winamax qui vous rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et qui vous offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash avec le code promo JAB. 10. Les petits rappels habituels également. Le jeu d'argent est interdit aux moins de 18 ans. On déconne pas les jeunes qui nous écoutent avec ça. Et jouer de façon responsable. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. On ne se met pas en danger en risquant financièrement sa vie sur des paris. On joue pour s'apporter un petit plaisir en plus. Mais on reste responsable dans le jeu, les gars. C'est important. Continuez à faire ça parce que ouais, c'est le plus important sur tout ça. Et donc, je voulais te parler. Poids lourd oblige. Amour de la boxe oblige. D'un petit combat qui arrive samedi soir à Wembley. Alexander Usyk, le champion incontesté les lourds, même s'il a perdu sa ceinture IBF qui a justement échoué à Daniel Dubois, contre Daniel Dubois. Il a perdu parce qu'il l'a pas défendu, c'est ça. Hein, il n'a pas pris son challenger obligatoire et l'IBF est la seule des fédés qui est très stricte sur ces trucs. C'est ce qu'ils ont fait avec Canelo. Tu vois, la WBC ferait jamais ça, par exemple. Mais eux, l'IBF, ils sont très carrés sur leurs règles. Donc, il va affronter Daniel Dubois, le Britannique, qui a repris entre-temps cette ceinture IBF et qui a mis KO Anthony Joshua. Je pense que tout le monde a vu ce KO il y a quelques mois. Pour les 4 ceintures incontestées dans un Wembley qui sera pas plein parce que c'est pas une affiche qui est aussi vendeuse que Joshua Usyk ou Fury Usyk. Les cotes pour ce combat-là, Aldric, puisqu'on a Winamax fait aussi les cotes sur la boxe. Alexander Usyk, 1,30 pour gagner. Daniel Dubois, 3,35. Pour rappel historique, il y a 2 ans, Alexander Usyk avait battu Dubois en l'archi-dominant tout le combat. Il y avait eu une polémique avec un Kuba ou non. L'arbitre avait dit Kuba. Ça avait permis à Usyk de se refaire un peu pendant 1 minute. On en a parlé pour le coup dans le Jab Hook que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de Jab Life avec Dylan et Kabir à qui on passe le bonjour, où on a vraiment refait tout ce premier combat et on vous a donné une analyse de ce combat-là. Pour être rapide là-dessus, je sais pas si t'as un petit peu un avis toi sur ce combat. Moi je l'ai dit dans le Jab Hook, je vois pas un monde où Daniel Dubois, même s'il arrive beaucoup plus en confiance, je vois pas un monde où il a changé au point de pouvoir renverser cette domination totale qu'a eu Usyk. Et je vois bien Usyk continuer d'aller martyriser les Anglais en Angleterre parce que c'est sa spécialité. Il vient chez toi et il te prend ta ceinture. Je pense que c'est un combat qui va assez tranquillement être en faveur d'Usyk. Selon moi, mon analyse. Et vous verrez pourquoi on a parlé de ce combat-là, parce que ça va raccrocher notre wagon des poids lourds MMA. Moi, je suis beaucoup moins pointu en anglais. Je suis juste un fan et tu sais que je suis surtout fan de cette catégorie 135-145. Moi, plutôt en anglais, j'aime pas du tout les poids lourds. Néanmoins, Usyk, ça m'a l'air d'être quelqu'un de sérieux dans sa démarche. Tu vois, il arrive toujours préparé. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de défaillance dans le camp, je vois pas pourquoi ce qui s'est passé il y a 2 ans et quelques, même pas 2 ans d'ailleurs, ne se reproduise pas. 1 an et 11 mois quelque chose. Mais c'est marrant, tu vois, toi qui es plus lointain dans l'anglaise, parce que c'était un des thèmes qu'on a fait avec Dylan et Kabir.
Est-ce que ça te branche ce combat? Enfin, tu vois, il te hype ou pas du tout? Je vais le regarder. Alors que c'est un championnat incontesté des poids lourds, c'est le deuxième sur les 25 dernières années, le troisième si tu prends le je vais le Lewis regarder Holyfield de parce 99. que je regarde Usyk, j'aime bien ce qu'il fait. Je trouve que sa boxe, elle est technique et elle est même. Tu vois que c'est un ancien mi-lourd quand même qui est monté, je trouve techniquement. Je vais regarder, mais je suis pas hypé de fou. C'est pas hypé de fou. ancien lourd léger, très exactement. Ouais, lourd léger. Cruiserweight. Et ouais, c'est par rapport à un Fury, par rapport à Usyk Fury, ça te chauffe beaucoup moins. Ouais. Et t'aurais été plus chauffé. C'est ça qui est marrant, je trouve, avec les personnalités de la boxe, par un Joshua Fury aujourd'hui que par un Usyk Dubois. Tu sais, moi j'aime bien les personnages un peu atypiques et même j'étais vraiment attristé que Bacolé il perde et qu'il prenne ce genre de notice parce que je pensais vraiment que c'est lui qui allait monter. Usyk Bacolé, mais avec un Bacolé qui se prépare, qui est pas obèse et tout, j'aurais été hypé de fou. Il y a Joseph Parker qui le mérite beaucoup aussi. Et je pense, si Usyk continue à faire de la boxe normale, je pense c'est le prochain sur la liste. Tu vois, je parlais de sauf sérieux. Si Usyk veut redescendre. Je parlais de sérieux et de prépa. Je suis vraiment persuadé, moi, qu'un Martin Bacolé sérieux, il a son mot à dire là-dedans, tu vois. Et on vous propose une deuxième cote. Usyk Dubois, est-ce que le combat va à son terme? Est-ce qu'il va au bout des 12 rounds ou est-ce qu'on voit un KO et un finish avant? Oui, 2,15. Non, 1,46. Usyk l'avait arrêté au premier combat. Il avait monté au 9e round. En fait, moi, mon analyse là-dessus, elle est simple. C'est que je pense que la seule chance de Dubois de gagner, c'est les poids lourds. Donc une patate, c'est qu'elle passe. Donc s'il gagne, lui, ce sera avant la limite. Je l'ai dit juste avant, je le vois pas le faire. Je vois Usyk continuer à dominer. Et comme Dubois va devoir être dans cette pression, parce que c'est son seul chemin de victoire, d'aller essayer de lui imposer le défi physique et d'aller essayer de le bastonner, tu vois, parce que c'est sa seule chance d'y arriver. Je pense qu'Usyk a totalement les ouvertures pour refaire ce qu'il avait fait, le contrer et finir par tellement le saouler de coups. Tu sais que sur le premier, il le met KO sur un jab. C'est-à-dire que Dubois en peut tellement plus, il lui met tellement la danse que c'est un jab qui Dubois finit par dire c'est bon, j'en peux plus en fait, tu vois. C'est trop pour moi. Donc je pense qu'on est dans un typique de ce genre de combat comme on a vu au premier, qu'un Usyk, parce que va lui faire Dubois en termes de pression, va réussir lui à le stopper avant la limite. Mais combat intéressant, et je l'ai dit, c'est hyper rare, un championnat incontesté des poids lourds avec toutes les ceintures en jeu. Donc c'est quand même la catégorie reine en boxe pour le coup, beaucoup plus qu'en MMA. Ouais. Après tout ce qu'on vous a dit, je pense que vous l'avez compris. Et donc c'est toujours un événement Wembley en plus. Et puis Usyk, il est marrant à venir déchirer les Britanniques chez eux, comme je disais. Donc ce combat, et pourquoi je voulais faire ce clin d'œil au-delà des poids lourds globalement, c'est que je voulais qu'on finisse sur un peu quelque chose de technique. On a fait, avec les copains Samir et Omar de Octogone, dans la connexion Jab Life Octogone, on a fait des épisodes sur Ken Velasquez et Fedor Emelianenko, deux des grands poids lourds de l'histoire du MMA. Aldric, qu'est-ce que tu dis quand je te dis que j'ai une impression de régression absolue chez les lourds? Et qu'à part les 2-3 mecs d'élite dont on parlait tout à l'heure, les Aspinall, Gane, Jones quand il était encore là, peu importe ce que je pense de Jones, Volkov, je peux le rentrer dedans. Francis, obligé, on doit le rentrer dedans. J'ai l'impression que cette KTL a régressé. J'ai l'impression que des mecs comme Velasquez, Fedor, Minotauro, ils avaient un jeu tellement plus complet. Nogueira, donc un Minotauro pour ceux qui n'avaient pas la ref. C'est que cette génération-là était globalement plus complète et plus forte que celle d'aujourd'hui. Je comprends qu'on puisse avoir cette idée. Pour moi, elle est fausse. Je pense que c'est le niveau global qui était bas et je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Il y a le niveau, il est toujours aussi lissé, mais il y a certaines individualités qui vont vraiment au-dessus. Tu vois même en lourd? Parce que sur les autres KT, je peux suivre ton analyse. En lourd, j'ai un gros bémol. Sans manquer de respect, demain matin, Minotaur, déjà, c'était pas un vrai poids lourd. Alors, il avait des qualités. Hein. Il avait même à un moment fait partie de l'équipe du Brésil de boxe anglaise. Je sais pas si tu te rappelles de ce moment-là. Donc, il avait des qualités pugilistiques. Et en boxe anglaise, c'était propre. Au sol, c'était pas mal. Pareil, je dis pas mal parce qu'on n'était pas du tout au niveau d'un Verdum ou d'un Boucher-Chat. Tu vois ce que je veux te dire? Mais ce mec-là, aujourd'hui... même avec Verdum, hein, j'aurais pu citer Verdum. Verdum, oui. Ouais. Tu vois, des mecs vraiment de ce niveau-là qui vont se frotter au MMA, il y en a moins. Pour deux raisons. Shane Carwin. Je pense qu'il y a de l'argent aussi maintenant en grappling et en jiu-jitsu qu'il n'y avait pas avant. Aujourd'hui, tu as des mecs qui arrivent avec les séminaires et tout à faire plus de 30 000 $ par mois, tu vois. Et alors oui, c'est pas ce qu'a pris Francis contre Fury ou c'est pas ce qu'a pris, mais c'est ce qu'a pris Francis en boxe anglaise. En MMA, on sait que c'est quand même moins les salaires. Donc le mec, si vraiment il arrive à faire 30 ou 40 000 $ par mois en grappling, pourquoi il switch? Oui, pourquoi? Et je te dis pas qu'à l'époque, il n'y avait pas des mecs aussi qui n'avaient pas un jeu complet, qui était un peu avec une seule force comme on en voit aujourd'hui, qui devenaient champions. Brock Lesnar, il l'a fait. Regarde, superbe lutteur. Les adversaires de Fedor, des Ring, des Brett Rogers et tout, mais aujourd'hui, ils sont pareils. Le niveau, il n'a pas vraiment... C'est moyen quand même, tous ces mecs-là. Tu vois ce que je veux dire? Même Fedor, regarde, dès qu'il est arrivé à... Je veux pas du tout casser Fedor et je veux pas que les mecs disent « Ah, il dit du mal de Fedor ». Mais quand c'est arrivé à Verdum, qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, après, il sortait de 10 ans où il a éclaté tout le monde, quoi. Ouais, mais au Pride. Il a battu des Coréens de 2m22. Il est sur notre affiche, il est en plein milieu, mais oui. Et il est sur mon pull. Oui. Mais moi, je suis amoureux du Pride. Mais soyons objectifs 2 secondes. La catégorie poids lourd de cette époque. Elle est meilleure qu'à l'UFC. Tu crois? Début des années 2000, elle est meilleure qu'à l'UFC. Large. Bob Sapp. Pour moi, je te dis, les top du Pride, il n'y a pas de Fedor à l'UFC. Entre 2000 et 2010, il n'y a pas de Fedor à l'UFC. Non, alors, mais attends, là tu me parles. Brock Lesnar devient champion à la fin des années 2000. Mais Brock Lesnar était fort. Hein. Très fort en lutte. Frank Mir, il était fort aussi. Mais beaucoup moins complet que Fedor. Fedor, il éclate Brock à l'époque. Aldric. Je pense que Fedor bat Brock, ça c'est sûr, parce que c'est le match-up qui fait le combat. Mais rappelle-toi que Verdum, il était pas trop loin, il était au Strikeforce avec DC à cette époque. Hein. Ils étaient pas très loin. Mais au Strikeforce, j'en prends. Tu revois le Grand Prix du Strikeforce. Non mais attends, pourquoi ils ont racheté le... Attends. Ben oui. Ils ont racheté le WOC pour les petites KT. José Aldo, on citait Pétis, dans le dernier Octogone, on l'a fait sur Poirier. On citait le dernier carte de Poirier au WEC, le WEC 52. Tu regardes la carte, c'est une folie. Oui, il y a Faber, Demetrius Johnson, Poirier, c'est Cub Swanson, c'est la folie. Ils l'ont racheté pour ça. Mais attends, moi je te pose la question suivante. Ils ont racheté le Strikeforce pour soi. Pourquoi? Oui, bien sûr, parce que ce Grand Prix-là, poids lourd. Mais donc, à cette période-là, oui. Pride et Strikeforce, c'est meilleur qu'UFC en poids lourd. Oui. Ouais. Là, je te rejoins. Maintenant, quand t'arrives Velasquez et tout, c'est un peu différent. Kane, c'est autre chose. Tu vois, je suis d'accord. Mais est-ce que le Pride de cette époque, c'était à ce niveau-là? Je sais pas. Tu vois, le niveau aujourd'hui, il est quand même lissé. Quand tu vois des mecs, c'est des mecs plus complets, c'est des mecs plus lourds aussi. Rappelle-toi qu'à cette époque, il y en a beaucoup qui ont fait le tremplin, qui étaient à 100 kilos à peine. Et Kane, il serait tout petit aujourd'hui. Tu vois, certains les mecs. Et il y a quand même ça qu'il faut prendre en compte objectivement. Il faut se dire qu'aujourd'hui, des hommes de 100 kilos, comme c'était le cas de Couture, qui en fait ne quetaient pas. Il faisait 93 épaules lourds parce qu'il queutait pas, tu vois. C'est compliqué. Je pense que vraiment ce paramètre-là est important parce que quand tu prends 20 kilos ou 15 kilos dans la tête, c'est pas facile. Je te dis, je le vois plus sur la petite KT, mais je peux quand même t'entendre là-dessus. Je reste sur mon avis que les 2-3 mecs du top, tu mets Kane aujourd'hui à l'UFC ou tu mets Fedor aujourd'hui à l'UFC, les versions Prime, hein, pas les versions d'aujourd'hui à 50 piges, mais tu les mets Prime, à part Aspinal, Gann. Moi, je vais te donner un paramètre aussi qui me... Je vois pas qui bat ces mecs. Curtis Blades contre Fedor ou Kane, mais il comprend rien. Rappelle-toi qu'il avait galéré contre Brett Rogers quand même. Hein, il comprend rien. Non, mais Kane, face à un Kane, il comprend rien à ce qui se passe, Curtis Blades. Tu crois? Ouais, je te jure. Kane, oui. Fedor, je sais pas. Rappelle-toi qu'il avait galéré contre Brett Rogers. Non, mais je peux entendre aussi les arguments. Il faut recontextualiser quand même. Moi aussi, je m'enflamme. Après, attends, il y a quand même un truc qu'il faut dire. Même si ça va pas plaire à beaucoup de monde, je pense que la KT à laquelle ça a fait le plus de mal, l'USADA, c'est les poids lourds, moi. Je peux aussi entendre ça. Complètement. Totalement objectif. Hein. Ah non, mais on va pas se mentir. Le Pride, on a adoré. Mais ils étaient chargés comme les des mecs mules. qui pissaient de l'acide. Ah oui. Les mecs, voilà. Oui. C'était... Si vraiment on veut se dire les choses, et moi on a toujours décidé sur Jab Live d'être franc avec les gens qui nous écoutent, l'USADA, il a quand même marqué un point d'arrêt important. Et d'ailleurs, regarde, aujourd'hui on peut plus le faire parce que la nouvelle organisation Daesh ne donne plus les suspensions. Mais quand on regardait ce que faisait USADA et qu'on avait une vue sur les suspensions, il y avait pas une grande majorité, mais beaucoup de poids lourds touchés. Beaucoup de poids lourds touchés. Donc, c'est pas pour rien. En vrai, ça fait peur qu'ils donnent plus les suspensions. Parce que même quand ils les donnaient, c'est toi-même qui m'avais fait voir que Sean O'Malley, par exemple, avait été suspendu parce que c'était public. Mais personne ne le savait. Aujourd'hui, si en plus c'est plus public. Et non, et tu sais pas, en fait. Et donc, il y a des fois où on va avoir. Quand un mec ne combat pas pendant 8 à 12 mois. Mais on va avoir des fois des analyses à se dire regarde, il a un peu de régresse parce qu'il a pas pris de combat depuis un an. L'USADA communique aussi. Parce que regarde, Taila Santos, moi je l'ai donné ici. Bon, tout le monde s'en fout, tu me diras aujourd'hui, parce que c'est Dakota, la figure du PFL, mais personne ne le savait. Moi j'ai des mecs sur Instagram qui me disent ah ouais, c'est vrai, elle est suspendue. Et tu tapes sur l'USADA, pourtant c'est marqué, mais il communique plus. Avant, il faisait un vrai point. Ça en disant voilà, telle personne, que ce soit en athlétisme, en lutte ou aujourd'hui c'est quand même soumis à un petit peu plus de discrétion. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc l'USADA 2016, hein, je crois, le passage. 2015 peut-être. 2015 peut-être. Il y a eu quand même un gros coup d'arrêt sur les poids lourds aussi. Je crois que c'est 2015, c'est en même temps que Reebok avec. Parce que c'est souvent quand même des individus qui ont des pathologies. Ils ont mal au dos, ils ont mal aux articulations. Ah, puis même chez les petits. Hein. Chez les petits aussi, il y en a eu. Ouais. Renan Barao, c'est pas le même. Souvent, c'est un peu de après, chez culture brésilienne. Voilà, mais chez les gros, ça se voyait plus. Que Victor Belfort, ça se voit physiquement, le mec, que c'était plus le même, quoi. Mais il y a aussi de ça, je pense. Et pourquoi je raccrochais techniquement à notre petite digression sur Usyk Dubois, c'est que je voulais te dire, il y a des fois, moi, la boxe d'aujourd'hui, enfin, les poids lourds MMA aujourd'hui, par exemple, debout, à part 2-3 exceptions, dont peut faire clairement partie un Cyril ou un Aspinal qui
jusqu'à Spar et Fury, par exemple. Le jour où un poids lourd de MMA, qui est un peu fit, il a le pas de pivot de Usyk, mais c'est game over. Mais Les gars ne comprennent plus ce qui se passe. On parlait de Martin Bacolé, que j'aime bien, moi, techniquement, et qui, des fois, est trop lourd, mais des fois, peut être pas très loin des 120 kilos. Bon, là, il était beaucoup plus. Ouais. Il avait une panse. Ils l'ont appelé 3 jours avant. Mais demain matin, tu fais mettre juste les gants. Tu prends de la 5e place à la 15e place de l'UFC. Tu vois, du top 5 au top 15. Tu leur fais mettre les gants avec Bacolé. Mais ça dure 1 minute. Ouais. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, Maldrick, ça, c'est valable pour n'importe quelle vision. Non, pas en 1 minute. Non, mais il y a des mecs qui vont tenir quelques rounds. Mais t'ouvres où je voulais aller, en fait. Je trouve que là, c'est un des points techniques que j'aime pas chez les poids lourds. La boxe est très mauvaise. Il y en a très peu, à part les 2-3 noms que je t'ai dit. Oui, tout, mais. On a dit qu'on se parlait. Pourquoi il le travaille? Il y a très peu de beaux lutteurs. Pourquoi il travaille un jeu global alors que il travaille, mais il part de très loin. Le mec qui fait beaucoup de progrès en anglaise, mais ça va être game changer par rapport à beaucoup de mecs de la division. Alex, mais de très loin. C'est-à-dire que prends le passé de la plupart de ces mecs quand tu écoutes leur interview ou leur podcast. Il y en a que quelques-uns qui viennent de la lutte. Que ce soit à l'UFC, au UFC, tu prends des mecs, ils ont fait des sports complètement différents par le passé. Ils ont fait du basket, ils ont fait du volley. Tu vois ce que je veux te dire? Et notre discussion, elle revient où on est. C'est-à-dire que les poids lourds, c'est pas leur priorité, le MMA. Non. Et c'est souvent essayé par d'autres sports. C'est un deuxième choix de vie sur lequel tu Très peu arrives. viennent de la lutte. Ou de la lutte sénégalaise comme Regreg, ou de la lutte universitaire. La plupart de ces mecs, ils ont commencé par un autre sport et ils se sont dirigés vers 17, 18, 25, 28 temps vers le MMA. Donc, ce qui ne t'empêche pas d'être. Et ils sont professionnels, ils sont top 15, comme Cyril top 10, tu vois. Alors, t'as des mecs comme Cyril qui ont quand même démarré à 23, 24. Donc, tu vois, c'est pas tard et qu'il a un physique absolument démentiel qui lui permet une adaptabilité oufissime. Mais t'as des mecs comme ça, ils ont commencé par rien. Tu vois, ils ont fait du sambo vite fait, tu vois. Et ils arrivent à développer du haut niveau. Donc, il y a une lacune technique. Et demain matin, tu me mets un mec un peu fort en lutte et au sol, et on le verra avec Bouchécha, il va manger plus de la moitié du roster de l'UFC, et un boxeur sans même une préparation. C'est-à-dire que tu l'apprends un tout petit peu juste à déclencher d'un tout petit peu plus loin et à intégrer un peu plus de feintes dans son jeu. 2-3 feintes, combinaison en équilibre, je te dis un peu de déplacement et de pas de pivot. Et les 80% des mecs du roster, ils vont le regarder comme si c'était un ovni, le type. C'était qui jab, bonne utilisation du jab. Contre Couture à l'époque, c'était James, le boxeur, qui s'était pris une fessée. C'était pas Touné, comment il s'appelait? Tonné. C'est parce qu'il a pris Randy Couture. Mais il aurait pris, et qu'à l'époque, il y avait un roster poids lourd très très petit à l'UFC. Il est arrivé, le mec, on lui a mis Couture tout de suite. Ok. Il s'est pris une fessée. Mais tu l'aurais fait démarrer par ces seconds couteaux qui sont aujourd'hui 34 ou 35 à l'UFC, mais qu'est-ce qu'il leur fait? Ah, je te dis, et tu le vois, et en vrai, Cyril, c'est un bon exemple. Souvenez-vous des 2 premiers rounds contre Francis, ce qu'il lui fait debout, là, avec sa capacité à utiliser son jab, à se déplacer, tu vois, son côté danseur. Derrière, Francis, il a fait des rounds avec Fury. Alors, Fury qui était sans prépa, qui est arrivé en le prenant par-dessus la jambe. On a vu que dès que Joshua le prenait un peu plus sérieux, tu vois la diff sur un combat de boxe. Non, mais il est pas ridicule en anglaise. Mais mettez du niveau dans votre anglaise Évidemment. ou dans ce truc-là. Vous allez aller très loin en MMA, les gars. Vous allez aller très loin. C'est compliqué parce que c'est facile à dire de mon siège. Non, mais t'as raison. On doit avoir un regard critique. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que c'est très faible. Très faible. Quand tu vois. Moi, aujourd'hui, quand il y a un prélim, il y a un combat de non classé. Alors, j'ai bien aimé comment il s'appelle, Walter Walker, parce qu'il en est à son 3e clé de talon, puis c'est un grappleur, il tente des trucs un petit peu, nouveaux. C'est-à-dire, sinon il arrive. D'ailleurs, les gars, petit ref, arrêtez de me dire, la clé de Walker, c'est la même que fait Carla Moussou au Bellator il y a une dizaine d'années. Arrêtez vos conneries 2 secondes de me dire, c'est magnifique, t'as vu comment il enroule la clé, le Brésilien. Les gars. Mais t'as raison, je vois ce que tu veux dire. C'est les combats qui nous passionnent pas. Je vais dire, tu vois, le 317, je te l'ai dit, quand on avait fait le débrief, je me marrais. Cette carte était top. Il y avait qu'un seul combat de poids lourd et c'était le premier des prélims. Et après, t'as pris que les KT où il y a du niveau. Et si c'est clair et net. Si vous voulez me trouver à la buvette à l'UFC Paris en septembre, ce sera pendant Tibura Delija. Moi, je vais regarder quand même pour me donner une idée du niveau de Delija. Tu vois ma métaphore. Je rigole et machin. Bien sûr que je le regarderai. On regardera tous les combats. Mais si je devais choisir un moment et un combat que je regarde pas, c'est sans doute celui-là. Oui, parce que le niveau est bas, c'est une réalité. Moi, je vais regarder le Dana White contre Nasri parce que ça m'intéresse de voir qui va arriver sur la scène poids lourd. Mais quand tu vois que sur 34 noms, on te parle de 4 prospects, dont Rinzav Kouniav qui est déjà top 15. Voilà de quoi on est en train de parler. Donc, oui, c'est long. Oui, il n'y a
pas d'espoir florissant, mais on peut être très vite surpris. C'est-à-dire que si dans un an, il y a 1 ou 2 mecs de l'anglaise ou 2-3 mecs du niveau mondial en grappling qui débarquent, c'est pas la même. Alors, nuance. Ouais, puis ça frappe. Nuance. Tu vas c'est quand même des sports où ça dope plus. Faut arrêter. Moi, j'en parlais à la FLD chez nous, en France, avec nos communicants. Je dis, les gars, arrêtez de taper sur le MMA. Vous vous foutez de la gueule de qui, quand même? Le MMA, c'est un sport qui est plus propre, plus propre que le grappling, où ils n'arrivent pas à mettre une instance dirigeante parce qu'ils sont tous dopés. Et pareil en boxe, ça arrive quand même. Moi, je lis, je suis pas un expert de boxe anglaise, mais très souvent, je vois, et ça a été le cas pour Brunello il y a pas très longtemps, résultat qui a tourné parce que dopé. Qui a même pas encore tourné, d'ailleurs, officiellement. Ouais. Tu vois, donc il y a quand même des sports avec une récurrence de dopage beaucoup plus importante que le MMA. Moi, je la comprends, leur côté affichage, parce qu'en plus, sur leur nombre de cas de dopage dans le MMA en France, c'est beaucoup d'étrangers, en fait, qui contrôlent quand ils arrivent. Mais en fait, t'as un peu un truc de dire aussi, au monde du sport, globalement, comme c'est un sport jeune, on est dessus. Enfin, tu vois, genre. Oui, mais quand tu comptes. Ce sport est rentré dans le truc et donc on les surveille. Les pourcentages, ils marchent pas avec des tout petits volumes. C'est la règle, c'est une règle de base de mathématiques. Donc arrêtez de taper. Quand ils disent juste en dessous de rugby, tu vois le nombre de cas. Enfin, c'est très, très spécial. Et on parle quand même d'une instance où il y a des contrôles antidopage. Le grappling, ils n'arrivent pas à le faire. Je sais pas si on se rend compte, Alex, de quoi on parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils prennent les instances mondiales du grappling, qui leur disent, les gars, ils réunissent les plus grands champions et ils leur disent, on va faire. Non, moi je ne combats pas dans ton organisation. Tu fais des tests. On en est là, quand même. On va en parler très vite avec Julien Casier, qui sera dans quelques semaines avec nous dans ses studios à Nice. Moi, c'est mon frérot. Julien, même pas quelques semaines, très vite d'ailleurs. Mais oui, c'est. Et puis de toute façon, les lourds, c'est toujours. Il est dopé, Julien Casier? Non, pas du tout. Je disais, il sera dans nos studios à Nice. Cette KT, elle est spéciale parce qu'en effet, tu vas ça, c'est d'une faiblesse techniquement absolue, mais il a down Cyril parce que. Il suffit de toucher une fois. Dernière question. Par contre, tu vois. Il aurait fait quoi, Brett Rogers, Tuivasa? Par contre, Spivak, tu vois, par exemple, on s'est fait peur. Je te réponds après, mais on s'est fait peur. Quand on essayait. Moi, j'étais à RMC à l'époque. Bon, il y a le judo, peut-être qu'il va l'embêter, peut-être qu'il. En vrai, il y a 3 mondes d'écart entre Cyril et Spivak. Mais tu vois, est-ce que ces mecs-là, ils sont vraiment en dessous du niveau d'il y a une dizaine d'années? Moi, je suis pas sûr. Non. Regarde est-ce que Tuivasa. Oui, mais tu m'as pas demandé ce que ferait Tuivasa à Ken ou Fedor. Est-ce que Tuivasa, il est très loin du niveau de Mark Hunt? Il est en dessous pour moi. Ah ouais. Je suis honnête, hein. Ouais. Mais est-ce qu'il est très loin? Non, ok, je vois l'écart. Mais ouais, c'est en dessous. C'est pas très très loin, tu vois. Quand on voit que Hunt, il a été contender à la ceinture, quand même. C'est quand même plus complet. T'as vu Hunt sur le dos à l'époque, quand même. Moi, j'adore Mark Hunt. Il remonte sur toutes les 2 minutes. Tu te rappelles quand même que Mark Hunt, il a été prétendant à la ceinture. Il te raconte qu'il apprend les combats bourrés le lendemain matin. Enfin, c'est pas possible. Non, mais c'est pas du tout. C'est pas pour le sauver. Mais tu vois où je veux en venir? Ouais. Rappelle-toi de cette époque que tu décris comme dorée, où Hunt, il a été contender à la ceinture. Je te le dis pas sur d'autres KT. Sur celle-là, et ne me parlez pas d'encore plus loin, parce que sinon, je te parle de Tim Silva. Les gars, là-dessus, je vais pas te faire. Je suis pas une IA du MMA, mais je me rappelle de tous ces noms. Et ils ont été champions. Tim Silva, c'est pire, lui, il a été champion. Hein. Par contre, tu vois, j'ai aucun doute que Crocop, il défonce Tai Tuivasa. Parce que les mecs vont rester debout. Ouais. Mais pareil, Crocop, c'était pas vraiment un très gros lourd. Non, mais. Tu vois, il était à une centaine de kilos, c'était pas assez lourd. Ça met une pile à beaucoup des mecs d'aujourd'hui. Rappelle-toi ce qu'il a fait, il a gâché la carrière de Bob Sapp, il a pété le plancher orbital. On vous en parlera dans Octogone, il y aura un numéro spécial. Mais je suis pas persuadé, pour résumer, que si tu prends cette époque poids lourd de l'époque, les teams Sylvia et autres, ils seraient à défaut aujourd'hui, mais ils sont un peu en dessous quand même. Je pense que globalement, ils sont plus costauds, les poids lourds, ils sont pas plus techniques. Et en fait, du coup, comme c'était des 93, voire des 84 qui montaient en lourd, il y avait une capacité technique légèrement supérieure. C'est mon avis. Hein. Voilà, mon avis, en résumé de tout ça, c'est que c'est une époque où tu avais des 84... Parce qu'on est... Nassourdine, c'est un extraterrestre. C'est un des seuls 84 qui fait 89, 88 hors combat. Sinon, la plupart des 84 font 95 kilos. Donc, on parle d'une époque où des 84 montaient en poids lourd. Parce que le niveau était tellement mauvais. Et du coup, effectivement, le gap technique entre ces faux vrais poids lourds et les poids lourds d'aujourd'hui, ils étaient presque meilleurs. C'est marrant parce que ça boucle la boucle un peu avec une de nos premières infos de cet épisode, parce que quand je voyais s'enflammer beaucoup parce que Pereira est à 110, Pereira, quand il combat à 93, c'est son poids. C'est son poids qui fait le lendemain. C'est 105, 106, 107, quoi. Oui. Donc il est pas, tu vois. Il y a rien de fou. Il peut avoir ça peut être juste que depuis 3 mois, il est pas en camp et qu'il a un peu bouffé, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Il est pas forcément en train de faire une montée des bulk up pour aller chez les poids lourds, quoi. Pas du tout. Dans la grande majorité des cas, avant, c'était suffisant. S'il l'annonce, je veux bien le croire, mais sinon. Plus aujourd'hui. Voilà. Pour résumer, moi, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, quand tu fais 105 kilos,
c'est compliqué de performer à très haut niveau en poids lourd. Voilà, c'est mon avis. Et dernière question autour de ça, plutôt du côté physique, c'est un auditeur qui nous l'a posé quand dans le Aldrick Enerby lundi, on a évoqué qu'on ferait les poids lourds, qui me disait, est-ce que vous pensez que les physiques à la Derrick Lewis, Tai Tuivasa, il y en aura beaucoup dans l'avenir encore chez les lourds, ou est-ce qu'on va plutôt se diriger vers des Thomas Pinal, Cyril Gane, un peu plus statut grec? Non, je pense qu'il y en aura toujours, parce que pour que ça n'arrive plus, il faut vraiment que ces mecs hyper athlétiques qui prennent aujourd'hui le chemin du football américain ou du basket, ils détournent. Et on n'est pas prêt de ça, c'est pas prêt d'arriver. Je pense que malgré tout, même si le sport évolue et que je suis vraiment persuadé que d'ici 5 à 10 ans, les cachets ils seront multipliés par 3 ou par 5, ça reste des cachets qui sont insuffisants pour aller détourner les mecs du football américain et des sports universitaires. Merci Aldrick, on a fait un beau tour des poids lourds pour la Jab Culture qui met sa casquette de matchmaker. Dites-nous dans les commentaires quelle caté vous voulez qu'on fasse la prochaine fois. Je pense qu'on en fera peut-être une par mois, on s'était dit Aldrick. Essayer, ouais. Donc donnez-nous la caté que vous voulez et on fera notre boulot, notre travail de fouine universitaire et on ira vous recueillir toutes les infos sur l'état de la caté et les prospects. Merci Aldrick, merci à tous. On se retrouve dès lundi pour un nouvel épisode d'Aldrick Enerby et la semaine prochaine également avec un nouveau Jab Culture. Salut à tous et à très vite sur Jab Life.